Alors je remplace Jean-Dominique Michel, à qui Liliane avait demandé de faire l'introduction un peu au pied levé. Donc vous aurez droit à un terrible downgrade. Vous connaissez évidemment Jean Do qui fait si bien les choses. Donc avant de te présenter, bien que tu fasses dorénavant partie de ceux qu'on ne présente plus, je profite ici pour te remercier. Tu es venu de Paris spécialement ce matin, tu repars demain, tu es aujourd'hui tellement sollicité que tu en es à devoir choisir chez qui tu viens, donc d'avoir ce privilège de t'avoir en chair et en os aujourd'hui ici, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je crois qu'on est tous très reconnaissants à Christian d'avoir trouvé le temps dans son emploi de temps de ministre, hein. Ministre que j'espère que tu seras un jour, parce que tu as certainement toutes les qualifications pour devenir ministre de la Santé, et ce serait tout à l'avantage de la France d'avoir quelqu'un comme toi qui joue ce rôle un jour. Voilà. Enfin, toutes les qualités, peut-être une que tu n'as pas. Ouais. Non, parce que tu n'as pas tout à fait le profil qu'on requiert aujourd'hui, par exemple, pour gagner l'Eurovision, qui pourrait être un critère pour être ministrable dans le gouvernement d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, je te vois d'ailleurs assez bien dans une petite jupe, hein, encore que je ne sais pas. Voilà. Voilà, donc, Christian, on ne te présente plus, tu as eu un parcours extraordinaire, tu as été le chef du département d'épidémiologie de l'hôpital de Garches, tu as conseillé le ministère de la Santé sous plusieurs gouvernements, tu as officié au sein de l'OMS, tu étais même vice-président en charge de l'implémentation du programme de vaccination de l'OMS pour toute l'Europe. Tu es évidemment connu pour tes travaux sur la maladie de Lyme, hein, tu es le grand expert de la maladie de Lyme. Tu es aussi un peu écrivain à tes heures perdues, puisque tu en es à ton 4e livre. Je crois d'ailleurs que l'un d'entre eux est ici pour ceux qui veulent se le faire dédicacer. Ton 5e livre sort, sauf erreur, début juin, hein, et tu vas pouvoir nous donner un peu une avant-première de ce livre, puisqu'il parle, le titre du livre, si je ne m'abuse, c'est Le réveil après 4 ans, quelque chose comme ça? Le réveil 4 ans après, voilà. Donc tu vas nous faire un peu ce bilan justement de ces 4 ans. Je dirais juste 2 choses très rapides, parce que c'est toi qu'on a envie d'écouter et pas mes élucubrations, mais je dirais que tu es caractérisé par 2 choses qui, je trouve, te font sortir un peu du lot. Un, tu as un CV absolument impeccable, hein. Tu as fait partie, on va dire, du camp de ceux contre lesquels on ne peut absolument rien dire. Non seulement le CV est impressionnant, mais tu as fait partie de ceux qui, aujourd'hui, sont tes détracteurs, hein. Donc on ne peut pas t'accuser d'avoir été quelqu'un qui a toujours eu des idées un petit peu bizarres, bien au contraire, hein. Et la deuxième chose qui te caractérise, c'est qu'il n'y a pas un seul dossier sur toi. Tu n'as pas un seul cadavre dans le placard, on n'a jamais réussi à te mettre en porte-à-faux. La seule procédure qui a été diligentée contre toi par l'ordre des médecins, non seulement tu en es sorti en gagnant haut la main, mais même le conseil d'ordre des médecins, c'était le conseil disciplinaire de l'ordre des médecins, a même dit que tu en es sorti glorifié, puisqu'il a dit que tu avais absolument fait ce qui était attendu de toi, compte tenu de tes compétences, de ton parcours, à savoir de t'exprimer comme tu l'as fait. Donc tu fais partie dans ce mouvement, on va dire, de gens qui se sont élevés et qui ont défendu nos libertés individuelles. Tu fais partie de ceux, des très rares personnes contre qui il n'y a absolument jamais eu rien à redire. Donc c'est remarquable et on est très heureux de pouvoir t'accueillir ici pour que tu nous parles de ce bilan sur ces 4 dernières années. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu as vu évoluer? Est-ce que les choses ont évolué? Quel est ton point de vue aujourd'hui, 4 ans après? Merci encore, Christian. Je viens très souvent maintenant à Genève, en Suisse en général, mais à Genève en particulier. Et maintenant, j'ai ma chambre réservée chez Philippe Sokolowski, que je remercie également parce que c'est super. Alors, je vais vous parler de la pandémie de Covid. Et dans le titre, j'ai mis maladie de Lyme. Je vais très peu en parler parce que ce n'est pas trop le sujet. J'ai laissé dans le titre parce que pour moi, c'était la même manipulation
dans les données de santé publique. Et alors, je vous mets en garde, parce que tout à l'heure, quand je suis arrivé, il y avait le petit chien de Liliane. J'ai vu, il y avait une petite tique qui courait sur ses poils. Donc, vous êtes à risque ici. Hein, On est à la campagne, voilà. Donc, voilà, je vais vous faire une petite revue. Alors, on sait tous que c'était une épidémie réelle. Malheureusement, il y a eu des morts. Il faut leur rendre hommage. Il y a comme des millions de gens qui sont morts du Covid dans le monde. Mais quand on regarde avec le recul, c'était que des personnes extrêmement âgées qui, finalement, étaient presque au bout de leur espérance de vie, ou des personnes qui avaient des comorbidités, des maladies très graves, grande obésité, diabète, hypertension, problèmes cardiovasculaires, respiratoires. Et si vous lisez le livre de Pierre Chaillot, mais on voit les données dans les autres pays, il n'y a pas eu de surmortalité globale, ou très très peu. Les années Covid, je parle de la première, deuxième vague, parce qu'après les variants sont devenus de moins en moins virulents. Vous avez bien vu que maintenant, il y a encore des coronavirus qui circulent, ça donne des rhumes et des bronchites. C'est plus la maladie qui pouvait être sévère au début. Quand on regarde, il n'y a pas eu grand-chose, sauf pour des personnes très à risque. En plus, ce qui est dommage, c'est qu'on aurait pu les traiter, on le sait maintenant. Et surtout, pour vous maintenir dans la peur, on a fabriqué en chaîne des vagues. Vous savez, à la télé, on vous disait attention, là, vous n'avez rien vu, mais le prochain variant, ça va être terrible. Hein. Je ne sais pas s'il y a eu le variant suisse, mais enfin, il y a eu des variants anglais, brésiliens, argentins. Mais en France, on a eu le variant alsacien, le variant breton, quand même. Et le variant Véran aussi, je crois. En fait, on nous a bluffé, parce que moi, qui connais très bien les coronavirus, j'ai quand même suivi les cours de l'Institut Pasteur en virologie quand j'étais petit. On sait que les coronavirus d'origine animale, s'ils s'attaquent à l'homme, ils sont toujours de moins en moins virulents quand ils mutent. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Donc, nous baratiner qu'il y a un corona qui va devenir à chaque fois plus virulent, c'est juste pour vous faire peur. Et comme il y avait de moins en moins de morts, de moins en moins de malades, on vous a inventé des épidémies de cas, avec des PCR qui étaient calibrés. À PCR, c'est le truc qu'on met dans le nez, là, pour dépister le virus, mais c'était calibré, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, pour que ce soit, dans la majorité des cas, des faux positifs. Comme ça, les gens qui avaient croisé leur chien qui éternuait, qui devaient aller travailler, tous les matins, ils devaient aller faire le dépistage. Et puis, ce qui était scandaleux, c'est de faire ça avec une tige rigide que les gens vous enfonçaient jusqu'à la base du crâne, alors que le virus, quand on fait des PCR de virus respiratoires, genre on en faisait avant sur les coronas ou d'autres virus, un prélèvement salivaire ou juste dans les 2 premiers centimètres de la narine, c'est suffisant. Hein, si le virus il sort dans l'extérieur, il n'y a pas besoin. Mais là, il y a eu des dégâts, hein, même l'Académie nationale de médecine, qui n'a pas toujours été top dans la gestion de la crise, mais là, il faut reconnaître qu'ils avaient fait un communiqué pour dire attention aux dangers de ces prélèvements. Et quand on pense que des gens les faisaient tous les jours pour aller travailler, c'était horrible. Donc, on peut vraiment parler de pandémie, parce que c'était programmé, il y a toutes les preuves que c'était programmé depuis des années. Et j'ai revu, parce que j'ai été attaqué par les fact-checkers là-dessus, j'avais parlé de la grande, parce que les Jeux Olympiques arrivent, je suis impatient, mais quand il y a eu les Jeux Olympiques de Londres, vous vous souvenez de la procession inaugurale? C'était un défilé satanique. Il y avait des centaines de lits d'hôpital qui étaient poussés. Il y avait des enfants qui hurlaient de terreur sur des lits avec des petits diables qui leur couraient après. Il y avait un grand diable sorti d'Harry Potter qui brandissait une seringue. Il y avait des médecins et des infirmières en marionnettes comme ça qui faisaient le geste de piquer. Donc, et en plus, vu d'hélicoptère, le stade à Londres était un gros coronavirus avec ses pointes, les protéines spike et tout ça, lumineux. Donc, quand on revoit ça avec le recul, il y a eu plein d'autres choses qui annonçaient la pandémie. Il y a la page de couverture de Vie économiste en 2019, en janvier 2019. Donc, et puis il y a les propos d'Attali, effectivement, tout ça. Donc, on ne peut pas nous raconter que c'est sorti comme ça d'une chauve-souris ou d'un pangolin ou d'un... Bon, alors en plus, depuis le début de traitement, on savait que l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, ça marchait, c'était diabolisé. Le vaccin était totalement inutile, maintenant on a toutes les preuves. Toutes les autorisations de mise sur le marché ont été totalement illicites, puisqu'il y avait des traitements qui marchaient. Et ce qui était terrible, c'est que moi qui ai travaillé dans le domaine du vaccin pendant des années,
Un nouveau vaccin, c'est 10 ans de développement. Là, c'est une technologie totalement nouvelle. Ça aurait presque dû être 20 ans de développement pour être sûr. Alors, normalement, on fait toujours des études chez l'animal d'abord. Là, c'était la catastrophe. Les rats mouraient, les rats gestantes avaient les bébés avaient des anomalies squelettiques. Ils ont dit, ben non, le rat, c'est pas un bon modèle, on va passer directement à l'homme, c'est plus sérieux. Bon. En plus, on sait que, c'est pas moi qui le dis, c'est une Américaine qui avait publié dans le British Medical Journal, c'est il y a longtemps, c'était au tout début, là, juste avant qu'il lance la campagne vaccinale. Elle avait travaillé pour une boîte de sous-traitance aux États-Unis qui était chargée de modéliser, de mouliner dans les statistiques les données qu'un des fabricants de vaccins leur fournissait. Et elle a craqué, elle a dit non mais ça va pas, il y a des données qui sont truquées. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est elle l'a publié. Alors, on a mis en danger les femmes enceintes, les enfants. Moi qui ai travaillé dans le vaccin pendant des années, même un vaccin éprouvé comme la coqueluche, parce qu'on avait changé la formulation il y a plus de 20 ans, comme c'était une nouvelle formulation, il fallait attendre 20 ans de recul pour qu'on le propose aux femmes enceintes. Un vaccin courant, hein, de coqueluche, juste parce qu'on a changé la formulation. Et là, au bout de 3 mois, c'était sûr, on pouvait inoculer toutes les femmes enceintes, il n'y avait aucun problème. Et vous avez vu le nombre de fausses couches qu'il y a eu après, de malformations fétales. Alors, les gynécologues, il y en a qui ont commencé à parler, bon, ils ont été censurés, ils ont la trouille, mais je peux vous dire qu'en privé, ils parlent. Hein. Ça a été absolument ignoble. Et quand j'avais vu Olivier Véran, bon, il était masqué, mais je l'avais reconnu, hein, qui avait dit, quand même, parce que c'est amusant de comparer ce que toutes ces personnalités disaient d'un jour à l'autre. Il avait dit quelques mois plus tôt, jamais on inoculera une femme enceinte. Et après, devant la télé, il a inoculé une femme politique qui est un peu connue, quoi. Je connaissais pas, j'avais rencontré avant. Bon, je ne l'avais pas reconnue tout de suite parce qu'elle était masquée aussi. Mais donc, vous vous rendez compte qu'un ministre se permet d'inoculer une femme enceinte, un produit expérimental, quoi. Et alors, en plus, comme c'était des produits expérimentaux en pharmacologie, il y a phase 1 où on fait les premiers essais, 2, 3. Alors, phase 3, on inocule à beaucoup plus de gens. Puis normalement, c'est une étude clinique. Donc, les gens doivent être volontaires, signer un consentement éclairé. Là, rien eu de tout ça. Et quand le ministre, le même, vers quelque chose, là, a déclaré à la télé française on n'est pas en phase 3, c'est une fake news, alors qu'on était en phase 3, même l'industrie pharmaceutique l'a reconnu. Ça s'appelle un mensonge d'État, et c'est très grave, parce que obliger quelqu'un sur un produit expérimental en phase 3, c'est Nuremberg. Ah non, il n'y a pas à tortiller, ils sont tous un jour mis en examen. Ça va contre la Convention d'Helsinki, d'Oviedo, tous les traités internationaux. On n'a pas le droit d'imposer un produit expérimental par la force. Ils l'ont fait. Hein, et il faudra s'en souvenir. Alors, c'était une pandémie de peur. Alors, ce qui m'a surpris d'emblée, c'est que ça prédominait dans les pays riches. Je me dis, tiens, pourquoi les pays riches, ils sont plus victimes? Ils sont plus gros, d'accord. Bon, quoique maintenant, l'obésité touche beaucoup les pays pauvres parce qu'ils bouffent mal et ils boivent du coca. Et c'était très étonnant de voir que c'est les pays qui avaient le meilleur système de santé, entre guillemets, les meilleurs hôpitaux, les meilleurs médecins qui mouraient le plus. Et ce qui m'avait frappé d'emblée, c'est qu'au tout début, il y avait autant de morts qu'en France que sur tout le continent africain. C'est étonnant. Et puis en Afrique, la moitié des morts, ils étaient qu'en Afrique du Sud, qui est le pays le plus lié à l'industrie pharmaceutique. Il faut chercher l'erreur. C'était une pandémie de conseils simultanés privés exercés à prix d'or sur beaucoup de gouvernements, puisqu'il y a des cabinets comme McKinsey, il y en a eu d'autres. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport officiel du Sénat français il n'y a pas très longtemps. Déjà, au début de la pandémie, le gouvernement avait donné plus d'1 milliard d'euros à ces cabinets de conseil, alors qu'ils n'ont plus de sous, mais là, on peut y aller. Et je l'ai dit dans mon livre, et j'avais les preuves, et c'était confirmé par beaucoup d'autres personnes et dans d'autres pays. Il y a des employés privés de ces cabinets de conseil qui travaillent dans les ministères qui occupent des postes soi-disant de fonctionnaires, mais ils n'ont de fonctionnaires que le nom. Ils ont des papiers en tête, République française, bleu, blanc, rouge, monsieur machin, avec une adresse mail, monsieurx@centre.gouv.fr.
Et c'est pour ça que, si vous vous souvenez, les mêmes décisions à quelques jours d'intervalle elles pouvaient être prises à Paris, à Sydney, aux États-Unis, en Argentine et dans tous les pays du monde. Parce que tous ces bon, là, moi, j'avais la preuve au ministère de la Santé, mais je sais que c'est dans les autres ministères. Tout est infiltré, ça, c'est depuis longtemps. Et puis, moi, je l'avais vu, parce que moi qui ai côtoyé, comme disait Philippe, beaucoup de ministres et de cabinets de ministres, ça m'a toujours fait rigoler, la soi-disant alternance gauche-droite, parce que tout ça, c'est des marionnettes qu'on agite devant vous, mais c'est les mêmes. Alors, quand ça passait à gauche, ben, les conseillers soi-disant de droite, ils dégageaient. Bon, certains arrivaient à s'accrocher quand même. Et puis après, on les voyait revenir par la fenêtre quelques semaines ou mois plus tard, parce que tout ça, c'est un réseau de copains, c'est les mêmes. Hein, donc, tout ça, on vous joue une pièce de théâtre devant vous. Et alors, les pays mauvais élèves, effectivement, avaient des bien meilleurs résultats. Et alors là, il y avait des philanthropes qui disaient « Ah, vous les Français, les Suisses, les pays occidentaux, vous êtes salauds parce que vous gardez les vaccins pour vous. Les pauvres Africains, ils vont mourir parce qu'ils n'ont pas accès aux vaccins. Heureusement qu'ils n'ont pas eu accès. » Il y a quand même plusieurs chefs d'État africains qui ont disparu dans des conditions douteuses. Il y en a au moins 5. Hein. Alors, un petit clin d'œil sur la maladie de Lyme, parce que les gens m'ont dit, t'es parti comme un peu là, en mars 2020, qu'est-ce qui t'est arrivé là? Parce que pour la supercherie, moi, ça n'a pas pris 5 minutes, je l'ai vu dès le début. Connaissant tout de l'intérieur, comment on gère les épidémies, les vaccins, c'est quoi ce délire, les masques, tout ça, les PCR, les confinements, ça sortait du chapeau, c'était n'importe quoi. Parce que déjà, même si j'étais dans le système, et je suis fier de l'avoir été, je pense que j'ai fait du bon boulot, je m'étais déjà un peu opposé à mes collègues infectiologues qui m'adoraient. Ils m'élisaient président du collège des professeurs de maladies infectieuses, j'étais président de plein de choses. Mais à un moment donné, sur la maladie de Lyme, au début, je n'osais pas trop l'ouvrir, mais à un moment donné, je dis c'est plus possible. On sait que c'est une bactérie modifiée par d'abord les nazis, les japonais, puis l'armée américaine, on sait tous que c'est une bactérie de guerre qui a mal tourné. On n'a pas le droit d'en parler, les malades n'ont pas le droit d'être atteints, les tests diagnostiques sont nuls exprès, ils ont été calibrés comme ça, puis ils achètent tous les grands journaux médicaux du monde et les sociétés savantes pour dire non, la maladie de Lyme n'existe pas, elle est très rare, le test diagnostique est parfait, comme ça comment dépiste personne, ça reste dans les maladies rares, et ça guérit de toute façon 15 jours, 3 semaines, ce qui est complètement faux, parce que des malades ne sont pas du tout guéris. Donc j'ai vu la grande manipulation. Je m'étais opposé à mes collègues et opposé un petit peu aux politiques déjà à l'époque. Alors là, l'agence est une bactérie, c'est pas le virus, mais vous voyez, par exemple, je prends juste l'exemple de la PCR, mais il y en a bien d'autres. Bon, ça m'a choqué parce que je me suis battu des années pour Lyme. Et dans Lyme, les tiques ne transmettent pas Collaboralia, il y a d'autres bactéries, des parasites. Bon. Il y a des vétérinaires qui avaient mis au point des PCR parce que toutes ces germes touchent les animaux. Et comme il n'y a pas cette polémique en médecine vétérinaire, les vétérinaires avaient des tests PCR assez performants. Interdiction de les faire chez l'homme. Si j'ai envie d'être une vache ou un singe, pourquoi? C'est la même bactérie, c'est les mêmes tests. Alors, il y avait en France et dans d'autres pays, des gens qui se faisaient passer clandestinement pour la vache Péronne, le singe Sokolowski, pardon, avec tous les Z et tout dans ton nom, je suis perdu là. Oui. Oui. Et donc... Et les labos vétérinaires qui faisaient ça ont eu les pires menaces du Conseil de l'ordre des médecins. Et on n'avait pas le droit de faire de PCR, soi-disant que c'était un très mauvais test diagnostic, qu'il y avait beaucoup trop de faux positifs. Sinon, il y aurait une épidémie de Lyme qui était imaginaire. Alors ça, j'ai vécu ça, je me suis battu. Ils écrivaient des éditoriaux dans les grands journaux médicaux qui étaient aux ordres, le Lancet, le New England Journal of Medicine, j'en passe. Et puis là, le Covid arrive. Allez, les petits gars, tout le monde à la PCR. Même les gens qui n'ont pas de symptômes. Alors là, c'était pour moi un crime contre la science, parce que même le gars qui a eu le prix Nobel aux États-Unis, Kary Mullis, qui a découvert la PCR, il est mort juste avant le Covid, malheureusement, sinon il aurait ouvert sa petite bouche. Mais il avait toujours dit, on ne fait jamais de PCR à des gens qui n'ont pas de symptômes. Ça n'a pas de sens. Comme il y a des faux positifs, vous allez diagnostiquer plein de faux positifs. Pour blaguer, je l'avais dit à l'époque dans la télé,
ah ben demain, vous m'envoyez au ministère de la Santé, je fais un test PCR pour la chaude-pisse, je vous trouve 100 fonctionnaires qui ont la chaude-pisse, même s'il n'a aucun symptôme. Ah mais non, mais on est tombé dans un délire. Et quand ils l'ont fait à des millions de gens tous les jours pour aller bosser, forcément, il y avait des milliers de faux positifs. Le ministre de l'Éducation nationale s'était vanté d'avoir fermé des milliers de classes en France et des centaines d'écoles, alors que les enfants n'avaient pas de Covid, mais il suffisait qu'il y en ait un ou un prof qui a un test PCR positif, ils faisaient la PCR à toute l'école, ils ont trouvé forcément 3 ou 4 qui avaient un test positif, même s'ils n'étaient pas malades. Et on a inventé des épidémies de tests. Ça c'est la première fois dans l'histoire de la médecine que j'ai vu ça, quoi. Parce qu'en plus, moi, comme j'ai travaillé à Pasteur comme directeur adjoint du centre de référence de la tuberculose il y a longtemps, j'y étais quand la PCR arrivait pour plein de germes, notamment le bacille de la tuberculose. Il y avait des gens qui disaient on va faire un test PCR à tous les gens hospitalisés systématiques pour chercher la tuberculose, comme ça on en rattrape un. Mais si on avait fait ça tous les jours, dans les hôpitaux, on aura diagnostiqué 10 tuberculoses qui n'avaient pas du tout la tuberculose. Vous voyez, la PCR, ça ne se manie pas comme ça. C'est un test qui doit être utilisé par les médecins sur prescription pour confirmer un diagnostic qui est déjà porté cliniquement, radiologiquement. Et après, si c'est positif, ça apporte je dirais une confirmation, c'est pas à 100%, parce qu'il y a aussi des Covid qui étaient à 100% avec la perte du goût, de l'odorat, les images au scanner typique avaient des PCR négatives. Ce n'est pas un test parfait dans un sens et dans l'autre. Mais on l'a manipulé. Ça, c'était plus de la médecine, c'était de la politique. Et pour finir avec Lyme, je disais que c'était modifié par l'homme. Et si vous lisez l'anglais, lisez le livre Beaten de Chris Newby, qui est remarquable, parce qu'elle a eu accès aux archives secrètes. C'était un Suisse. Les Suisses sont toujours à la tête des bons coups, des mauvais coups. Mais Willy Burgdorfer était un Suisse allemand qui était né à Bâle, qui était le meilleur chercheur sur les Borrelia dans les années 50, qui avait été récupéré par l'armée américaine. Et c'est lui qui a mis au point la Borrelia burgdorferi. Mais il a eu des rebords à la fin de sa vie, et ce livre est passionnant. Alors, maintenant, je n'osais pas trop parler de ces histoires militaires avant, parce que j'étais attaqué, Perron avec ses tics nazis, j'ai le droit aux fact-checkers, des articles incendiaires dans des grands journaux français. Maintenant, je m'en fous parce qu'il y a même eu un vote à la Chambre des représentants des États-Unis en juillet 2019 demandant une commission d'enquête sur le Pentagone. Bon, malheureusement, avec le Covid, c'était enterré et un haut fonctionnaire du ministère de la Défense a enterré le dossier, donc la commission n'a pas été créée. Mais ça ne veut pas dire que le problème n'est pas là. Et il faut faire le rapprochement entre ce qu'on appelle le Covid long. Le Covid long, pour ceux qui ne savent pas, c'est des gens qui ont fait un Covid. La plupart n'ont pas eu la chance d'avoir l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, de la vitamine D, tout ça. Alors, ils ont fini, pour les chanceux, à s'en tirer, à ne pas mourir du Covid. Mais il y a un pourcentage, c'est difficile, parce qu'on n'a pas de statistiques très fiables. Il y a des gens qui annoncent des chiffres de 20%, même 30%, quelquefois, de gens qui, après le Covid aigu, dont ils ont récupéré, font une forme chronique de symptômes avec douleur, fatigue chronique, problèmes cardiaques, neurologiques, articulaires, tout ce qu'on veut. Ça ressemble étonnamment à la maladie de Lyme chronique. Et sous le nom de maladie de Lyme chronique, il y a toutes les co-infections dues à d'autres bactéries qui donnent des signes équivalents. Et quand on regarde maintenant les données sur ces gens, et il y en a énormément, il y en a des millions aux États-Unis, des millions en Europe, maintenant des Covid longs. Dans les services classiques de médecine interne, de les maladies infectieuses, on leur dit que c'est psy, c'est dans la tête, c'est le stress du Covid qui leur ronge le ciboulot. Non, c'est vraiment une maladie organique. Et des études récentes montrent que chez certaines personnes, on peut trouver encore le virus SARS-CoV-2 plusieurs semaines, quelquefois plusieurs mois après l'épisode aigu. Ce n'est pas le plus fréquent. Dans la plupart des cas, c'est probablement le réveil de bactéries dormantes comme Lyme. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est les mêmes symptômes, que souvent les mêmes traitements marchent. Donc j'espère que peut-être ça fera bouger les choses, que maintenant, comme il y a des millions de gens qui ont ça, j'espère que ça fera bouger un peu les autorités. Alors, ce qui m'a aussi bouleversé dans toute cette histoire, toujours le même monsieur Véran, qui restera dans l'histoire, il venait d'être nommé ministre. Et il dit à la télé, parce qu'en France, on avait moitié moins de lits de réanimation qu'en Allemagne. Soi-disant, tous les hôpitaux étaient saturés. Bon, on a su après que c'était une infox.
Je m'engage, c'était le début, la première vague, je m'engage à doubler le nombre de lits de réanimation dans les mois qui viennent et tout ça. Ben, ils ont continué à fermer les lits de médecine de réanimation. Et la médecine, alors ça remonte bien avant le Covid, ça remonte même au sida. La médecine qui était quand même une science humaniste, des méthodologistes, des mathématiciens, des statisticiens, ont voulu la transformer en science exacte. Vous, les médecins, vous n'êtes pas sérieux. Vous faites vos diagnostics là, au pifomètre, mais il faut avoir la preuve de tout. Cette médecine basée sur les preuves qui était complètement dévoyée. La médecine ne sera jamais une science exacte. Je ne suis pas contre la science. Si on a des meilleurs tests diagnostiques, biologiques, radiologiques, je suis ravi. Mais le médecin doit garder le recul avec son expérience, parler avec son patient, l'examiner. Ça m'affole, maintenant les jeunes médecins n'examinent plus les malades. De toute façon, ils n'ont plus le temps, parce que quand le malade vient pour 2 jours à l'hôpital, il a un tel programme qui est organisé dans l'hôpital de faire des examens à droite à gauche, les malades ne sont jamais dans leur chambre, donc les étudiants, les internes, les assistants les aperçoivent 5 minutes. Et maintenant, je le sais que c'est dans mon propre hôpital comme ça maintenant, ça me fait froid dans le dos. Les visites des malades ne se font plus au lit du malade, se font dans un bureau où il y a les seniors, les jeunes, ils sont sur l'ordinateur, ils discutent du cas, ils montrent les scanners, la biologie. Et puis en fin de matinée, quand même pour faire bien, ils vont dire bonjour au malade, ben voilà, on a décidé ça pour vous, mais ils prennent même plus le temps de l'interroger, de l'examiner. Alors, pour moi, c'est l'interrogatoire qui est la clé souvent des diagnostics difficiles, c'est pas les tests biologiques. Ce qui m'a aussi effaré, c'est la fraude scientifique qui était colossale. Alors, j'avais écrit un premier livre sur la vérité sur la maladie de Lyme chez Odile Jacob il y a plusieurs années, qui était traduit en anglais pour ceux qui lisent mieux en anglais, ça s'appelle Crypto-infection en anglais. J'avais déjà dénoncé des articles scientifiques dans les grands journaux médicaux qui étaient faux. Et d'ailleurs, déjà des années avant le Covid, 2 rédacteurs en chef du New England Journal of Medicine, le plus grand journal médical du monde, le rédacteur en chef du Lancet avait dit on a honte pour nos journaux, la moitié des articles sont frauduleux. Alors, ce qui m'étonne, c'est que le rédacteur du Lancet, il a dénoncé son journal il y a plusieurs années, mais il est toujours là. Bon. Et c'est lui qui a publié le fameux article totalement frauduleux sur 90 000 malades sortis du chapeau, totalement inventés par l'ordinateur, pour essayer de dégommer l'hydroxychloroquine. Et cette fraude, elle est difficile à trouver. Moi, j'ai discuté avec des gens au plus haut niveau de la recherche, même dans vous savez, toutes ces bibliothèques informatiques sur les publications à l'INSERM. Ils savent tous qu'il y a de la fraude. Mais on repère même pas la pointe de l'iceberg, parce que les gens inventent des données, on ne peut pas vérifier. Quand vous soumettez un article, moi j'ai plus de 300 publications scientifiques dans des journaux à comité de lecture, votre article est relu par des relecteurs extérieurs. Alors la plupart sont honnêtes, quelquefois ils vous entourloupent parce qu'ils bloquent votre article pour piquer vos données, ça m'est arrivé, bon c'est rare, mais ça peut arriver. Mais ces relecteurs, moi j'étais même relecteur pour beaucoup de journaux. Moi, en tant que clinicien, je peux juger si c'est un article sur la tuberculose, la pertinence clinique, les traitements, ça n'a pas l'air farfelu, ce qu'ils racontent, ça a l'air bien. Mais je suis incapable, je n'ai pas eu la formation, de déplucher en détail sur le plan mathématique les données statistiques de l'article. Et 90% ou plus des relecteurs sont incapables de le faire, mais ils donnent quand même un avis dans un sens ou dans l'autre. Et c'est pour ça qu'avec l'association Bon Sens, que j'ai créé avec notamment Xavier Azalbert, qui est le président, je suis le vice-président, puis il y a des scientifiques de très haut niveau, dont des mathématiciens. Et quand on a vu qu'un article semblait frauduleux, avec des données pas très fiables, on a réanalysé. Alors moi, j'étais époustouflé par le boulot de ces mathématiciens. Puis il y en a d'autres qui ne sont pas dans le bon sens, comme Vincent Pavant. Ils sont capables d'éplucher un article, toutes les statistiques montrant que l'article a été construit pour donner des données mauvaises. Parce que quand on a un bon expert en statistiques, etc., on peut fournir dans l'article les résultats que le commanditaire de l'article souhaite. Il faut le savoir. Et quand c'est l'industrie pharmaceutique, ça rapporte des milliards. Donc, Et moi, j'ai soigné des anciens industries qui étaient à la retraite. Ils m'ont dit « Oh, c'est M. Perron. » Toute ma carrière, j'ai fait que ça,
trafiquer les données des bases de données cliniques des malades pour qu'on ait l'autorisation de mise sur le marché. Oui, donc c'est pas... Tout le monde le sait. Et puis, alors, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que la science, c'est toujours en mouvement. La science n'est pas figée ad vitam aeternam. Donc maintenant, il y a Macron qu'il y a un conseil scientifique, un consensus. Le premier qui sort du lot, ben, il est fusillé parce qu'il n'est pas scientifique. C'est pas ça la science. La science, c'est la contradiction, c'est le débat contradictoire. Et moi, je l'ai réclamé. En plus, je connaissais bien Jean-François Delfrécy. J'ai connu quand il était interne. Je l'avais remplacé à l'époque. C'était en 1978. Hein, ça remonte. 78, pardon. C'est il y a longtemps quand même. Hein. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, bah, écoute, tu veux pas faire un débat public contradictoire? On est beaucoup à pas être d'accord avec toi. Mais il n'a jamais voulu. Bon. C'est comme ça, c'est la liberté d'expression. Et la répression était terrible. Et ce qui est terrible, c'est que de voir qu'il y a des médecins qui ont raconté n'importe quoi, qui n'avaient aucune compétence, qui ne citaient jamais leurs sources, ni surtout leurs conflits d'intérêts. Et à côté de ça, les braves médecins, notamment, je salue tous ces médecins généralistes qui ont fait un boulot de dingue, qui ont sauvé des dizaines de milliers de gens en France, en Suisse et ailleurs, qui sont attaqués par l'ordre des médecins. Certains ont été radiés, diffamés. C'est épouvantable. Quoi. Moi, j'ai eu de la chance, hein, je dois dire, parce que je suis un des rares qui est passé au travers du Conseil de l'ordre. Parce que même Raoult, il a eu un blâme. J'ai vu que Raoult avait eu même de la prison avec sursis. Il a payé plein d'amendes. Bon, moi, je sais pas, je remercie le ciel. J'ai peut-être une protection. Alors, ça, c'est ce qu'on a publié assez récemment, parce que Didier Raoult, au début, d'abord, sur ses 25 premiers cas, comme il avait fait la charge virale, on savait dès le début que la chloroquine, ça marchait, il n'y avait pas photo, c'était statistiquement significatif. Ils se sont rués dessus pour le harceler, dire qu'il racontait n'importe quoi. Quand c'est significatif sur 25 malades, il n'y a pas besoin de 30 000. Hein. Alors, il a quand même... publié l'été dernier une revue des 30 000 personnes à Marseille qu'il a soignées. C'est la plus grosse base de données du monde. Hein. Et ça montrait, il n'y a pas photo, avec l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, ça marchait super bien. Alors, il y a eu des menaces directes, comme moi j'ai vécu. Hein, quand j'ai publié ça, une toute petite série à côté, en 2020, vous savez, quand vous soumettez une publication, c'est ce qu'on appelle en pré-print, c'est en pré-impression. Il y a un site... Quand vous pensez que vos données sont importantes, avant qu'elles soient acceptées définitivement par un journal, qui est tout le processus de validation, vous mettez vos données sur ce site. Quand je l'ai fait, tous les jeunes de mon service ont été harcelés au téléphone. Si tu ne te rétractes pas, si tu restes avec ce charlatan, le charlatan c'était moi, hein, ta carrière est foutue. Bon. Et du coup, ils m'ont tous lâché un par un dans mon service. Hein. Ils ont rétracté l'article. Après, ils ont publié une autre forme qui était un peu édulcorée pour Bisounours. Mais bon, moi, je ne pouvais pas me battre contre tout. Alors, Raoult l'a vécu avec une ampleur bien plus grande parce qu'il est avec 30 000 malades. Et ils ont menacé directement ses assistants, des professeurs de médecine, dont le chef de service, en menaçant que s'ils ne rétractaient pas l'article, ils étaient tous virés de l'assistance publique de Marseille. Donc, pour calmer le jeu, ils ont retiré l'article du préprint, mais après, ils l'ont quand même remis en publication, cette fois définitive, dans un journal, quelques temps plus tard. Et Raoult avait eu l'élégance de dire, puisque vous contestez, je mets toutes mes données brutes sur une base de données, alors, je ne sais plus le nom, mais qui existe, on peut n'importe qui en France peut aller chercher sa base de données, et libre à vous, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez réanalyser les données. Et c'est ce qu'on a fait, nous, avec le groupe de Bon Sens. Et on a publié ces deux parties, une sur le traitement, l'autre sur le soi-disant vaccin. Et on l'a publié récemment. Alors évidemment, c'est pas paru dans les médias, hein. Faut pas rêver. Mais on a confirmé totalement que ce qu'il racontait était vrai. Et quand on les a accusés d'avoir fait une escroquerie, des études pirates, non, il y avait les autorisations des hôpitaux de Marseille pour analyser la base de données de Marseille. Donc tout ça, c'était du mensonge. C'est curieux parce qu'on n'a pas été attaqué, parce que maintenant, parce que s'ils m'attaquent, ils savent que je réponds avec des arguments scientifiques, donc ça les embête. Donc soit ils disent Perron, il a pété un câble, mais ça fait un bout de temps qu'ils n'osent plus le faire maintenant, parce que... Mais là, ils préfèrent invisibiliser.
Ils ont publié, bon, vous n'aviez pas entendu parler de ces 2 grandes études sur 30 000 patients, mais voilà. On n'en parle pas, comme ça n'existe pas. Alors, c'est écrit en tout petit, je suis désolé, mais... non, c'est peut-être après, si vous avez les diapos pour agrandir, là, on voit rien du tout. Mais non, c'est juste pour dire, il y a 2 diapos. C'est pour montrer que c'est la liste des publications que j'ai faites, pas tout seul, avec d'autres collègues. Donc, vous voyez, en 4 ans, je n'ai pas chômé, j'en suis à 14 publications scientifiques dans des journaux internationaux à comité de lecture sur des sujets variés. Je pense que beaucoup de médecins de plateau, ils n'en ont même pas un centième de publication. Donc, quand ils viennent dire que je ne suis pas compétent, bon, voilà. Mais je suis content de l'avoir fait parce que juste hurler en disant « ouais, ils disent n'importe quoi », tout ça, bon, ça ne fait pas sérieux. Mais quand on publie les données dans un journal référencé, là, ça les embête. C'est pour ça que d'ailleurs, je suis de moins en moins attaqué par les fact-checkers parce que, en fait, ils n'ont aucune formation scientifique ni journalistique, mais ils se permettent de tout savoir. Et j'attends qu'ils viennent me chercher, là. Alors, comme je disais, la casse de l'hôpital public continue. On a fermé des milliers de lits alors que, soi-disant, les hôpitaux étaient saturés. Et alors, la plus grosse imposture, c'est d'avoir fait croire aux Français, je pense que c'était pareil en Suisse ou en Belgique ou ailleurs, que les hôpitaux étaient saturés, qu'on allait tous mourir et craquer. Il y avait une telle épidémie. Et alors, quand l'épidémie était arrivée en premier du côté de Lyon et surtout en Alsace, donc à Strasbourg, il y avait la télé, TF1, BFM TV tous les soirs qui montrait l'hôpital de Strasbourg qui était au bord de la faillite, que c'était complètement saturé de malades, et on montrait des images d'hélicoptères qui partaient emmener les malades en Allemagne, des TGV qui partaient pour Bordeaux, en disant Strasbourg va craquer, tous les Alsaciens vont mourir. Et après, quand on a fait le débriefing, on a appris par des grands hôpitaux privés qui avaient arrêté toutes les activités, qui avaient libéré des lits de réanimation, qui étaient avec un super équipement, des super médecins qui avaient tous été formés au CHU. Ils avaient dit non, on veut bien prendre des malades. Ils ont eu interdiction de l'Agence régionale de santé de prendre en charge les malades. Tout ça pour pouvoir faire un film d'Hollywood devant les caméras. Non, mais il faut le savoir. Hein, et alors, là, récemment, j'ai rajouté ça en rouge parce que la semaine dernière, j'étais à Saintes, aussi à ce magnifique rassemblement du Conseil scientifique indépendant. Il y avait 1500 personnes. L'année dernière, déjà, il y avait autant de monde. Et, alors, je ne sais plus son nom, mais il faut rendre hommage à une femme qui était directrice d'ARS, d'Agence régionale de santé, pendant la crise Covid. Alors maintenant, elle vient de prendre sa retraite, donc ça l'aide comme moi à parler ouvertement. Mais elle nous a dit l'autre jour qu'elle avait assisté au mensonge, que les hôpitaux étaient très loin de la saturation, souvent à moitié vide, mais qu'on les obligeait à dire que c'était saturé, qu'on les obligeait à prendre des mesures. Et puis elle a dit « j'ai tout fait pour éviter les vaccinogromes, pour les... » c'était pas facile pour elle parce qu'elle avait, elle avait les autorités au-dessus de la tête. Et puis elle raconte que cette création des ARS par Rogine Bachelot, c'était une catastrophe parce que maintenant la santé, déjà la France était assez jacobine et centralisée, mais là ça a aggravé la centralisation. Normalement, avant il y avait les agences régionales d'hospitalisation qui avaient fait une certaine décentralisation. Chaque région prenait un peu en charge sa santé. Maintenant c'était complètement recadré. Alors on dit que la caisse est vide, mais le gouvernement a dépensé 400 milliards d'euros pour le Covid. Je ne sais pas où il les a trouvés, parce qu'avec 1 milliard, on peut construire plusieurs hôpitaux, on peut payer des médecins, des infirmières pendant 20 ans. Et j'ai, dans mon livre, parce que quelqu'un m'a donné le chiffre, je l'ai rajouté dans mon livre qui va sortir, vous savez combien ils ont dépensé rien que pour les tests PCR à la con qui ne servaient à rien, à créer une fausse épidémie? Pour la France, en la Suisse, je ne sais pas, 8,8 milliards. Que pour ces tests, vous vous rendez compte? C'est affolant. Et après, on a fait la promotion du Remdesivir. Alors, Didier Raoult le raconte quand, au début, Raoult, il l'avait mis au conseil scientifique à l'Élysée. La première réunion, Macron était là. Il avait fait venir comme le PDG de Gilead France. Qu'est-ce qu'il fout dans un conseil scientifique, soi-disant indépendant, sans conflit d'intérêt? Et le gars, il arrive, il met sur la boîte... sur la table, des boîtes de Remdesivir, qui n'est pas du tout un anti-infectieux, qu'ils avaient essayé sur Ebola, ça n'avait pas marché, qui est un produit qui vient de l'industrie nucléaire, c'est un agent mutagène, mais ils l'ont vendu. Il a dit, le gars, on a le traitement miracle du Covid. On a su après que c'était un produit très toxique, qui a donné des insuffisances rénales, hépatiques, il y a eu des morts. Mais l'avantage, c'était quand même 2000 € le traitement.
L'hydroxychloroquine, c'était 3,50 €. Voilà. Alors, quand on dit que la médecine est démolie, parce que maintenant, je peux vous dire, même à Paris, les gens ne trouvent plus de médecins généralistes. Il y en a encore, mais les jeunes qui ont remplacé, ils ont remplacé 5 médecins qu'il y avait avant, ils sont saturés. Et au bout de 6 mois, ils disent « je ne prends plus de nouveaux patients, je ne peux plus bon. ». Alors, nos dirigeants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont créé d'abord un corps de super infirmiers, c'est la pratique infirmière avancée, donc vous faites un petit diplôme complémentaire et vous êtes médecin. Bon, alors, que des infirmiers très compétents aident à renouveler des ordonnances. Bon, s'il y a pénurie, je veux bien, mais ce ne sont pas ces personnes-là qui vont remplacer les médecins, parce qu'eux, ils veulent, de toute façon, ils veulent la disparition des médecins. Ça les emmerde. Un médecin, ça réfléchit trop, c'est un esprit indépendant, ça coûte trop cher, soi-disant. Donc là, ils vont avoir des robots bien formatés, obéissants, qui seront moins payés, qui seront soumis. Après, ils sont en train de mettre partout des machines automatiques de consultation dans les supermarchés. Je ne sais plus le nom, mais c'est un peu comme une cabine photomaton, non? J'en ai vu aussi à l'aéroport de Roissy. Bon, donc vous rentrez, vous mettez votre carte de crédit, votre carte vitale, et puis vous rentrez toutes vos données. Alors, les données, je pense qu'elles vont chez Bill Gates, parce que Macron a donné toutes nos données de santé à Bill Gates, à Microsoft. Et puis après, si vous voulez voir un médecin, vous appuyez sur un bouton, donc il y a un médecin qui apparaît derrière l'écran. Qu'est-ce que vous avez? Tiens, je vous envoie une ordonnance qui est imprimée. Voilà, c'est la médecine d'aujourd'hui. Braun, qui est resté quelque temps ministre, quand il est arrivé, il a accordé aux pharmaciens l'autorisation de pratiquer la médecine. Alors en France, aux États-Unis, les pharmaciens peuvent faire la promotion. Donc les médecins, par exemple, peuvent vendre des médicaments, ce qui est interdit en France. Ça s'appelle la propharmacie. Et bien là, parce que le pharmacien, c'est quand même le gars qui va vendre son produit. Donc qu'ils le prescrivent et qu'ils le vendent, ça ne s'appelle pas un conflit d'intérêt, quoi. Bon, je veux bien. Hein. Après, c'est que les pharmaciens jouent leur rôle d'aide et tout ça, je veux bien, mais là, c'est trop, là. Alors, le ministre, il était génial, parce qu'un jour, il a dit « Ouais, on sait, il n'y a pas assez de personnel aux urgences. On a une solution, on va fermer les urgences la nuit. » Et moi, je sais que dans des petites villes en France, et même dans les grosses villes, maintenant, il y a même dans des CHU parisiens, c'était dans les reportages à la télé officielle, il n'y a pas si longtemps, et les jours, c'est pas 3-4 heures d'attente comme ça a été avant, c'est 3-4 jours d'attente. Et il y a des reportages à la télé qui montrent des couloirs remplis de brancards alignés avec surtout des personnes âgées qui attendent 3-4 jours pour voir un médecin sans bouffer, sans boire, sans pouvoir se lever pour faire pipi, et avec des morts régulièrement aux urgences. Et quand je discutais de ça, j'étais aux États-Unis, là, invité au Sénat américain il n'y a pas longtemps, je discutais avec des collègues américains, ils m'ont dit « Mais c'est pareil aux États-Unis, maintenant il y a des villes aux États-Unis, des grands hôpitaux ferment les urgences le week-end. » Non mais faut être sérieux les gars, si vous êtes malade, c'est pas la nuit, c'est pas le week-end, quand même. Et puis la pénurie de médicaments essentiels, c'est une grosse arnaque parce que j'ai vu ça à l'OMS avec les vaccins, avec des discussions très officielles, et souvent les pays pauvres payent les médicaments beaucoup plus cher que les pays riches parce qu'il y a une telle corruption. On va corrompre le ministre de la Santé, le président ou le Premier ministre. On va dire, écoutez, là, il faut multiplier par 4 le prix de votre médicament. Là, c'est pas sérieux. Et puis, s'ils ne le font pas, ils ont des menaces. Et sinon, on leur donne quelques millions de dollars dans la poche. Et comme c'est pas le ministre qui paye lui-même, il s'en fout finalement. Il va augmenter le prix. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les pays riches... Parce que la France avait la réputation de beaucoup marchander le prix des médicaments, parce que la Sécu était derrière, c'était une bonne chose. Pour l'industrie pharmaceutique, moi j'ai discuté avec des grands ponts de l'industrie, la France, c'est pas un bon marché. On ne paye pas assez cher les médicaments en France. Donc dès qu'il y a une pénurie, il n'y en a plus en France. C'est peut-être pareil en Suisse, je ne sais pas. Alors de l'amoxicilline, un antibiotique de base, des vaccins. Mais ça part dans les pays plus pauvres, qui payent beaucoup mieux. Mais ça, je le sais, même à l'OMS, j'ai été dans des réunions officielles là-dessus, j'ai dit plusieurs fois, personne n'a dit que je racontais des bêtises. Hein. Alors, ça c'est pour faire un peu de la pub pour les copains, parce que comme je m'ennuyais ces derniers temps, j'ai fait des préfaces de livres. Alors, pour Jean-Dominique Michel, il n'est pas là.
Mais je le regrette, mais c'est comme ça. Il a écrit un magnifique livre, La fabrication du désastre, chez Marco Pieter, qui est très bien documenté. Et il montre justement que c'est toute cette ère industrielle qui a apporté beaucoup de progrès techniques. C'était aussi une période où on a développé les manipulations de masse, l'asservissement des populations, les génocides, et surtout la planification des crises économiques. C'est avec l'inflation, tout ça s'est créé de toutes pièces. La dette, c'est pas une dette, c'est un racket organisé. Savoir qu'en France, qui a dégommé De Gaulle, c'était la CIA. Ils ont mis en place Pompidou, qui venait de la banque Rothschild. Et la dette a été créée. Parce qu'avant, du temps de De Gaulle, seule la Banque de France pouvait prêter à l'État. Et d'un seul coup, c'est la banque Rothschild et d'autres. Et en fait, la dette, ils demandent aux États supprimer les fonctionnaires, faire des économies, diminuer les salaires, licencier. Et c'est eux qui pompent le fric. En fait, c'est un racket, cette soi-disant dette. Hein. Et maintenant, ces quelques milliardaires qui dominent le monde, grâce à ce système, sont plus riches que les États. C'est pour ça qu'ils font la loi aujourd'hui, ils se sentent tout puissants. Et ça, c'est terrible. Et d'ailleurs, j'avais à Malmö, en Suède, au début du Covid, il y avait une réunion internationale de complotistes de haut niveau, alors, médecins, juristes, même banquiers. Il y avait un banquier au niveau international qui nous avait fait une conférence pendant plus d'1 heure, démontrant que toutes les crises économiques avaient été totalement fabriquées et que jamais les riches ne s'étaient plus enrichis que depuis 50 ans. Et quand on vous fait croire qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, continuez à vous serrer la ceinture, tout ça, c'est pour continuer à vous piquer du fric. Et quand j'ai réalisé ça, et puis il montrait des exemples très précis avec les preuves. Hein. Alors j'ai aussi préfacé un livre de Jean-Marc Sabatier, Estelle Fougère, Le Covid long et l'effet indésirable du vaccin, qui sort dans quelques jours chez Guy Trédaniel. Alors c'est un livre intéressant, très technique et scientifique, mais il y a aussi des passages qui peuvent vous aider, comment soigner un Covid long, comment vous aider à vous débarrasser des effets secondaires du soi-disant vaccin. Un livre très rigolo, Coronaриcature. Alors, je n'ai pas cité l'auteur parce qu'il a un petit peu peur d'afficher son nom, mais il est génial. Il a fait une caricature d'une personnalité scientifique, médiatique ou politique, souvent déguisée en animal. Et puis, sur l'autre page, une phrase que cette personne a dite. Donc, ça ne peut pas être de la diffamation, parce que ce sont ces personnes qui ont dit ces propos. Donc voilà, j'ai fait une petite dédicace. Et puis, alors, je veux citer ce jeune homme, Léo Dubois, parce que je l'ai rencontré il y a pas très longtemps, il y a 2 mois, dans une réunion au fin fond de la France. Et il est venu me voir, c'est un étudiant en biologie, il a, je sais pas, même pas 25 ans, il est à l'université d'Aix-Marseille. Et il me remet un manuscrit en disant « Ah, monsieur Perron, si vous voulez le lire ». J'étais scotché. Un petit jeune comme ça qui a tout dit, qui a analysé toutes les données scientifiques, toutes les références, et puis c'est très clair, c'est des chapitres assez courts avec des petits schémas pour comprendre. Et moi, ce livre, il m'aide beaucoup, parce que quand j'ai vu passer quelquefois des études, des déclarations, et puis je n'ai pas tout noté, archivé à chaque fois, ça m'a aidé à retrouver des données que j'avais perdues. Donc je lui fais un peu de pub. Alors, son livre n'est pas encore publié, il est en train de chercher un éditeur, mais ça s'appelle Plus jamais ça. Et ça m'a fait chaud au cœur qu'un jeune, parce que les jeunes ne se sont pas bougés pendant la crise, pas beaucoup, on commence à en voir qui se réveillent. Et ça fait chaud au cœur. Alors ces techniques de manipulation de masse, vous les connaissez, c'est le carnaval de la peur, épidémie, guerre, terrorisme, immigration de masse organisée, peur climatique. Alors si vous voulez être des bons citoyens, il faut être soumis. Il faut que tous les jours, vous soyez culpabilisés. C'est de votre faute. Si la crise continue, c'est parce que vous n'êtes pas assez disciplinés, vous ne respectez pas le confinement, vous n'êtes pas assez vaccinés. On a dit aux enfants qu'ils étaient quand même responsables de la mort de leurs grands-parents, quoi. Et pour mieux contrôler les gens, on le voit, il faut rompre toutes les relations sociales. Il faut casser la famille, casser la religion, casser le patriotisme. Et puis les médias, ils sont aux ordres pour désinformer. Bon, moi, je l'avais dit publiquement parce que c'est Macron lui-même qui l'avait dit. Déjà, en 3 enveloppes, il avait donné 3 milliards d'euros à quelques médias à ses ordres. Donc, il n'a pas 1 milliard pour la santé, mais 3 milliards pour les journaux, hein, et les télés. Et c'était 3 milliards déjà il y a 2 ans. Donc, depuis, il n'ose plus le dire parce que, comme je l'avais dit publiquement, ça l'embête. Mais je pense qu'ils ont continué à donner. Puis après, les médias qui disent « Ah », puis les gens le disent « Heureusement que Macron était là pour nous sauver, parce que sinon, on serait tous morts. Hein. »
Bon, c'est pareil, moi je pensais que la Suisse aussi c'était un modèle de démocratie. J'ai un petit peu déchanté, parce qu'en plus je connaissais bien la Suisse, j'avais travaillé à Lausanne, j'aime beaucoup la Suisse, je trouvais qu'il y avait, notamment avec les votations, la démocratie directe, c'était un bel exemple, mais j'étais un peu triste de voir que la Suisse aussi avait été pas mal manipulée. D'ailleurs, avec Philippe, on avait assisté au lancement du film Terrorisme helvétique de Daniel Kunzig, et je vous recommande, qui est un film qui est un peu dur, parce qu'il montre le témoignage des Suisses qui ont souffert pendant la crise. Alors, est-ce qu'on est tous des cobayes humains? On pourrait le croire. Et il y a beaucoup de procès, mais en fait, le problème, que ce soit des procès au niveau national, international, tous les procès capotent. C'est bizarre, hein. Alors, quand on a accusé Raoul de faire de l'expérimentation sauvage, je dis haut et fort, la plus grande expérimentation sauvage sur l'humanité, c'est à l'échelle de la planète, sur des milliards de gens, sans aucun consentement éclairé, ça a été la vaccination. La pseudo-vaccination, ça n'a jamais été une vaccination. Et sur des bases totalement illégales, alors qu'à l'IHU de Marseille, je le disais, vous savez, récemment, Raoult était attaqué dans tous les médias, études sauvages, qui n'avaient aucune autorisation, il va aller en prison. Et en fait, avec Xavier Zalbert, on avait retrouvé un courrier de l'assistance publique hôpitaux de Marseille, il y a quelques années, qui autorisait Didier Raoult à analyser sa base de données sur ses milliers de patients. C'était signé, écrit, autorisation. Alors, quand on a dit ça publiquement, la direction de l'assistance publique de Marseille s'est empressée de signer une lettre, il n'y a pas longtemps, hein, juste quand on a dénoncé ça, au début de l'année, qui retirait l'agrément à Raoult de faire les études. Donc le fait de retirer l'agrément, ça veut dire qu'il existait. Bon. Donc nous, les études dont j'en parlais tout à l'heure, on a confirmé qu'hydroxychloroquine, azithromycine marchait très bien, et surtout comme on avait les 30 000 malades de Raoult, qu'il y avait leur statut vaccinal, on a pu montrer qu'en fait le vaccin avait aggravé la situation, surtout chez les personnes âgées, les personnes à risque, et qu'il y avait plus de morts ou de gravité du Covid. On le sait dans le monde entier maintenant, mais bon, c'est important de le montrer. Donc maintenant, ça sort partout, les dégâts, l'inoculation expérimentale obligatoire. Il n'y a pas un pays... Sauf les pays qui n'ont pas vacciné, mais il n'y a pas un pays où il y a eu beaucoup de vaccinations, il n'y a pas une augmentation de mortalité, qui n'a pas du tout commencé avec les 2 premières vagues du Covid, qui a commencé après les campagnes vaccinales. Et même le Parisien, qui est un journal qui n'est pas complotiste, reconnaissait ça déjà en France il y a 2 ans. Et à chaque fois, c'est « Ah oui, tiens, c'est bizarre, ça augmente. » Ça fait très longtemps que la mortalité augmente un peu. Alors, je ne sais pas d'où ils sortent ça, parce que là, c'est un pic brutal. Mais on n'a pas l'explication. Et même le CDC d'Atlanta dit unknown origin. Ah ouais, c'est bizarre, il y a une augmentation, on ne sait pas d'où ça vient. Alors, il y a eu des théories que c'était le réchauffement climatique, que c'était à cause des anti-vax. Il y avait un article publié dans un journal. Non, il y a un article publié dans un journal scientifique très sérieux qui a dit bah oui, si les vaccinés ou les inoculés plutôt meurent plus, c'est parce qu'ils ont été stressés par tous les délires des anti-vax sur Internet qui leur ont foutu la trouille. Et du coup, ils sont stressés, donc ils font un infarctus. C'est normal. C'est publié, hein, revue scientifique. Alors, quand on voit tous ces jeunes sportifs qui s'écroulent, il y en a eu plein, hein, il y en a plus de 1000 dans le monde. Les navigants aériens, parce qu'il y a des pilotes, des hôtesses de l'air, tout ça, qui sont morts ou qui ont des arrêts cardiaques en vol. On ne vous le dit pas, on vous dit à l'avion, un petit problème technique, on va atterrir. Puis en fait, ils sont en train de faire un massage cardiaque du pilote dans le cockpit. Moi, j'ai eu des témoignages d'hôtesses de l'air d'Air France qui m'en ont parlé lors de vols aériens. Il y a des centaines de navigants dans le monde, en France, aux États-Unis, qui se joignent à des plaintes à l'Union européenne là-dessus. Donc ils sont très, très en colère. Hein. Les turbocancers, ça n'existe pas, mais maintenant même... Parce que l'année dernière, les sociétés officielles de cancérologie disaient non, c'est n'importe quoi, il n'y a pas d'augmentation de cancer. Maintenant, j'ai vu récemment que les grandes instances de la cancérologie commencent à reconnaître qu'il y a une flambée de cancer. Mais on ne sait pas d'où ça vient. C'est l'alimentation, c'est les pesticides. Bon. Et alors surtout, ce qui est inquiétant, c'était des gens soit qui avaient des cancers guéris ou parfaitement contrôlés qui se mettent à flamber, ils meurent en quelques semaines. Et surtout, moi, en discutant avec des médecins de terrain, alors ils ne voulaient pas en parler publiquement, c'était des pièces fermées, personne n'avait son téléphone portable pour enregistrer. Ils me disaient, vous voyez des jeunes maintenant qui avaient des cancers terribles, très rapides, et quelques personnes qui avaient
deux ou trois types différents de cancers en même temps, dans des organes différents. Donc, ce n'est pas un cancer avec des métastases, c'est des types cellulaires différents. Et ça avait été décrit de façon exceptionnelle. Et là, ils disent que maintenant, ils en voient régulièrement. Moi, j'ai vu des gens qui sont dans le cancer depuis 30 ans. Quand ils me parlaient de leur maladie, ils pleuraient. J'ai vu des médecins pleurer en voyant ce qu'ils voyaient. Et à la télé, ils disent non, tout ça, c'est des fake news. Bon. Et puis la chute de la fécondité, la stérilité est en train de se répandre partout dans les pays qui ont inoculé. Même Macron l'a reconnu, il n'y a pas longtemps, il a dit il faut réarmer les Français parce qu'ils ne font plus d'enfants. On les réarme pour l'Ukraine, on les réarme pour... Non mais c'est honteux parce que on sait qu'il y a une chute des spermatozoïdes, on sait que les femmes n'ont plus de règles, et tout ça dans le déni total. Alors ça, c'est un petit clin d'œil pour la Suisse, parce que c'était grâce à Philippe qui m'avait mis en contact avec un représentant du collectif citoyen, Occites. Alors c'est un franco-suisse qui vit en Suisse, je crois, Philippe, et qui avait été en contact avec des collectifs de parents en France, dans plusieurs écoles, et qu'on a étudié, ceux qui l'avaient fait, après nous on a remouliné leurs données scientifiques. D'abord, il faisait un questionnaire pour les enfants, pour les parents, comment ils avaient vécu le masque obligatoire à l'école du matin au soir. On pensait, les gamins, du matin au soir, un masque sur le nez. Et s'ils enlevaient un peu le masque sous le nez, ils se faisaient taper sur les doigts, ils avaient des sanctions. Dans la cour de récré, ils n'avaient pas le droit de se toucher, il fallait qu'ils restent à 2 mètres les uns des autres, c'était l'horreur. Ils étaient déprimés, il y a eu des suicides d'enfants à cette période-là, que c'était du jamais vu. Et alors, on leur mettait une petite... Les saturomètres, vous achetez ça sur Internet, c'est une petite pince à linge, ça fait pas mal, qu'on met au bout du doigt, et ça mesure le taux d'oxygène dans le sang. Et 15% des enfants, à la sortie de l'école, avaient un manque d'oxygène. Et on sait que chez les études chez l'animal, ça peut avoir des répercussions à long terme. Donc, c'était criminel d'avoir fait ça, surtout qu'il n'y avait aucune justification, parce que les enfants ne faisaient pas de Covid. Mais c'était... et j'ai toujours le souvenir de Macron... À la deuxième rentrée scolaire, quand il annonçait que de nouveau pour une année scolaire, le masque serait de nouveau obligatoire pour les enfants dans les écoles, moi ça m'a remué les tripes. Et quand il parlait à la télé, il jouissait en annonçant ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'image. Ça a bouleversé beaucoup de gens, je peux vous dire. Voilà, donc grâce à Philippe, on a pu publier ce travail dont les médias n'ont pas parlé, c'est bizarre. Bon. Alors, ce qui est intéressant, je cite la Grande-Bretagne, parce que c'était un des premiers à le faire, mais il y a d'autres pays qui commencent à le faire, qui révèlent sans complexe, il dit, voilà, on a eu tant de morts, voilà le statut vaccinal des gens qui sont morts, pas morts. Et la Grande-Bretagne le fait depuis le début, et moi je l'avais déjà annoncé il y a plus de 2 ans à la télévision française, avant qu'on me exclue totalement de la télévision, qu'à l'époque, déjà, les Anglais avaient montré que quelqu'un qui avait reçu le soi-disant vaccin, s'il rencontrait le virus, il avait 4 fois plus de chances de faire une forme sévère ou de mourir qu'un non-vacciné. Alors, ça avait été le tollé, convoqué immédiatement par le Conseil de l'Ordre. C'était avant ma procédure disciplinaire, mais c'était... Monsieur Perron n'avait plus le droit de parler du vaccin, tout ça. Alors, je dis, ça tombe bien, parce que c'est pas un vaccin, donc je suis libre de parler. Et alors en France, nous on a demandé, alors Laurent Toubiana l'avait demandé, Pierre Chaillot, moi avec Xavier Azalbert, on a demandé plusieurs fois à Santé publique France, au ministère, donnez-nous, on voudrait le nombre de morts, mais donnez-nous le statut vaccinal des morts et des pas morts. Ils répondent, on n'a pas ces données. Alors que le ministère, quand ils disent... ils ont toutes les statistiques quand ça les arrange, mais là, ils n'avaient pas de données. On dit, c'est pas possible. Après, ils reconnaissent, oui, on les a, quand on pourra les retrouver. Ce serait très lent et compliqué, ça coûterait très cher, parce que ce serait plusieurs semaines de travail des employés du ministère. Alors nous, on leur a dit, s'ils ne sont pas capables, s'ils n'ont pas le temps, nous, on veut bien, parce qu'on a une cagnotte à bon sens pour mener des actions. On peut financer 2-3 scientifiques de haut niveau qui peuvent analyser la base de données. Et puis, ils n'ont jamais répondu. Donc, vous voyez, c'est grave. Hein. Alors, ça, c'était comme dans la chanson L'Internationale du passé faisant table rase. En fait, ils veulent tout casser, tout démolir. On est vraiment rentré en décadence. La santé, on l'a vu. J'ai vu l'autre jour que l'école française est au bord de la banqueroute. C'est dramatique. En plus, maintenant,
les enfants qui arrivent en sixième, je ne sais pas si ça s'appelle sixième en Suisse, mais enfin, c'est entre le collège et le lycée, là, il y en a plein qui ne maîtrisent pas la langue, qui ne maîtrisent pas le calcul. Ce qu'on maîtrisait au cours préparatoire quand j'étais petit, quoi. Il y a une chute de l'éducation qui est dramatique. Comme je disais, les milliards coulent à flot pour les médias aux ordres, les cabinets de conseil américains ou pour l'Ukraine. Hein. La corruption est partout. Et alors là, ils démolissent tout en ce moment. La production industrielle nationale. Ils sont en train de démolir en France l'industrie automobile. On l'a vu aussi, les centrales nucléaires. Notre président a donné tous les secrets nucléaires et tous les Alstom aux Américains, quoi. La culture, l'éducation, la différence sexuelle. C'est quoi la différence sexuelle? C'est un truc, c'est bizarre. Hein. L'innocence de l'enfance, on a vu la diplomatie. Ils ont supprimé les processus de formation des diplomates. Alors maintenant, les diplomates, on va prendre un petit gars qui a même pas fait une grande école et puis qui est copain dans les réseaux politiques et qui va se retrouver ambassadeur. Quand on voit déjà que notre ministre des Affaires étrangères, quand il a été nommé récemment, c'était dans la presse française, ça a beaucoup choqué. Quand il a commencé à parler en public dans des réunions internationales, il ne pouvait pas faire 3 phrases de français sans faire des fautes de masculin, de féminin, de pluriel. Bon, c'est inquiétant. Alors que la diplomatie française était reconnue comme une des meilleures du monde jusqu'il n'y a pas si longtemps. L'armée, c'est pareil, il démolit tout, puis après il veut aller faire la guerre en Ukraine. On a des officiers supérieurs qui n'ont même pas d'obus pour tenir quelques semaines. Ils ne sont plus fabriqués en France, s'il faut aller commander les obus en Chine. Et puis, c'est hallucinant. Et en plus, on avait quelques dizaines de canons César, qui sont des très beaux canons, très performants. Mais tout ce qu'il a donné à l'Ukraine, c'est sur le stock national. Donc les officiers supérieurs sont fous furieux. Ils me disent, mais... Et en plus, quand ils ont vu les canons étaient détruits en 15 jours par les drones russes, c'est complètement délirant. Et ils sont en train de tout détruire, les relations avec l'Afrique. On voit maintenant avec la Nouvelle-Calédonie, ce qui est en train de se passer, c'est pas par hasard. Moi, je le savais depuis longtemps que l'État profond veut s'approprier la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, c'est des paradis, ils veulent chasser les Français. Bon. Tous ces événements, je pense, sont organisés. On voit aussi qu'ils commencent à préparer la dépendance de l'Alsace et de la Corse. De toute façon, ils veulent démolir le pays pour que ce soit dans une espèce de nébuleuse européenne. Et puis l'agriculture, c'est les pauvres agriculteurs, ils s'en prennent plein la poire. Quand ils sont montés à Paris, j'avais de l'espoir, mais on les a manipulés pour qu'ils rentrent dans leur ferme. Mais on va nous faire bouffer des OGM et des cafards, hein, c'est clair, hein, c'est ce qu'ils veulent. Hein. Et même quand on parle d'éthique, je crois que j'en parle dans la préface de Jean-Dominique Michel, c'est avec il y a des tiques maintenant qui sont apparus aux États-Unis. Il y a très peu de cas en France pour l'instant, c'est peut-être plus des gens qui ont attrapé ça à l'étranger, mais ils en mettent au point de tique qui vous confère après une seule piqûre l'allergie définitive à la viande rouge. Hein. Et il y a de plus en plus de cas aux États-Unis. Donc vous mangez de la viande rouge, vous ne mourrez pas toujours, mais vous faites le choc anaphylactique, vous êtes tellement malade que vous n'en reprenez plus 2 fois. Mais vous pouvez manger des cafards, ça marche bien. Donc voilà, la France, la Suisse, des modèles de démocratie. Alors on censure tous les médias alternatifs. Au Parlement européen, l'année dernière à Strasbourg, j'avais assisté à une séance hallucinante, c'était comment préserver la liberté d'expression dans nos démocraties. Et c'était, oh là là, c'est horrible ce qui se passe. Il y a plein de désinformations sur Internet, sur les vaccins, la guerre, machin. Il faut s'empresser de censurer tout ça, censurer pour protéger nos libertés, protéger nos démocraties. Président de séance, Raphaël Glucksmann, 2 Américains qui présidaient presque la séance par écran depuis les États-Unis. Qu'est-ce qu'ils foutaient au Parlement européen, franchement. J'étais assez estomaqué. D'ailleurs, quelques jours après, je crois que Rumble, vous l'avez encore en Suisse, mais en France, Rumble a été fermé par Macron quelques jours après. Et s'il n'y avait pas Twitter, maintenant appelé X, énorme censure partout, sur tous les réseaux. Alors, dans une démocratie, il y avait le pouvoir exécutif, mais normalement, il y avait le Parlement. Mais le Parlement, il y a... À part quelques exceptions qui se comptent sur les doigts d'une main, il n'y a pas un député qui s'est opposé, il n'y a pas un parti politique qui s'est opposé à tout ça. Et si jamais il y en a qui ne jouent pas trop le jeu, on leur marche sur la tête, parce qu'en France, on a le fameux article 49.3 qui permet au gouvernement de passer une loi sans l'avis du Parlement. Ça s'appelle la démocratie. La justice,
Elle est où, hein, malheureusement, on peut se poser des questions. Est-ce qu'elle est vraiment indépendante, hein? Puis le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, qui sont censés vérifier que toutes les lois sont légales, ils ont passé leur temps à valider des lois illégales. J'ai même vu Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, l'autre jour, il se vantait d'avoir transformé le Conseil constitutionnel, qui avant n'était là que pour valider les lois, qui maintenant a pris un rôle politique. Je ne sais plus comment il a tourné ça, mais il était fier de ça. Bon. Les médias, évidemment, ne jouent pas le jeu. Le journaliste d'investigation a disparu, par quelques rares pionniers, comme je salue notamment Pierre Barnerias, et je vous invite à voir son nouveau film, Les Survivantes. J'ai eu la chance de le voir au chat, c'était terrible, ça m'a remué les tripes, hein. En avant-première, il y a quelques jours à Paris, sur la pédocriminalité. C'est absolument horrible ce qui se passe. Tout le monde est au courant, mais personne n'en parle. Donc merci aux journalistes, aux politiciens résistants, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, un mot sur le traité de pandémie de l'OMS, parce qu'ici on est à Genève, hein, centre du monde. C'est un vrai danger, parce que déjà l'OMS avait changé la définition d'une pandémie, donc Tedros, le directeur de l'OMS, dans son bureau, peut déclarer une pandémie même s'il n'y a pas un seul mort. Il dit, s'il y a, je sais pas, le virus du raton laveur du Valais, non, il n'y a pas de raton laveur dans le Valais, mais enfin, imaginons, qui est très dangereux. J'en ai vu un éternuer, là, toute la planète va mourir. Il peut, au-dessus des États, en se passant de l'avis de tous les gouvernements, des parlements, il peut décréter les pires mesures liberticides pour tous les pays, fermer les frontières, imposer des confinements, imposer des injections obligatoires de produits magiques qui seront justement, comme par hasard, sortis des labos. Ben oui, on a le vaccin du virus du raton laveur. Et puis alors, ils ont essayé plein de fois. Vous avez vu, ils ont dit attention. Tedros, il a dit on va tous mourir de Marbourg, Ebola. On peut pas faire une pandémie avec Marbourg, Ebola, ça tue trop vite. Les gens peuvent pas sortir de leur chambre. Il suffit d'isoler, la pandémie s'arrête. Donc aucune chance. Mais ils sont revenus plusieurs fois. Après l'année dernière, Bill Gates a dit on va voir attention, vous allez voir ce que vous allez voir, le nouveau entérovirus, je crois que respiratoire des enfants qui va tuer les enfants. Bon, il y a eu la variole du singe qui m'a fait beaucoup rire. Finalement, malheureusement, il y a quelques centaines de morts, puis ça a fait flop. Puis comme bizarrement, ça touchait que les homosexuels masculins. Je sais pas, puis dans ce qui m'avait beaucoup interpellé, c'est qu'elle était apparue le même jour dans 15 pays différents, aux 15 coins de la planète. Des gens qui n'avaient jamais pris l'avion, qui ne se connaissaient pas. Et alors, quand j'avais eu le malheur de dire ça publiquement, j'avais vu un grand article contre moi, tous les chercheurs de l'INSERM contre le professeur Perron. J'ai dit, tout l'INSERM contre moi, c'est sérieux. Puis j'ai lu l'article, il y avait un gars qui n'était pas directement à l'INSERM, à l'agence du sida, qui m'attaquait. Ce qui m'a fait rire beaucoup dans cette crise, c'est que dans les articles, le titre ne correspond pas au contenu. Parce qu'ils savent que les gens ne lisent que 80% des gens ne lisent que le titre. Donc le petit monsieur, la petite dame regarde sur son téléphone portable dans le métro. Elle arrive au boulot, à la maison, elle dit ah, t'as vu, Perron, il a tous les chercheurs de l'INSERM contre lui, hein, t'as vu, c'est... Puis en fait, voilà, ça s'appelle de la manipulation. Donc c'est vraiment des mesures dictatoriales, et ça c'est terrible. Alors, ce qui est important aussi dans ce traité, c'est que maintenant, il y a le concept d'une seule santé, One Health en anglais. Nous, les animaux, les plantes, les humains, on partage les mêmes écosystèmes, ce qui est très bien en théorie. Mais c'est là qu'ils pourront déclarer presque une pandémie, imaginons maintenant, il y a des phénomènes climatiques terribles, les plantes sont en souffrance, il faut faire un plan pandémie. Ils ont fait une espèce de santé très large qui peut les arranger. Les produits de santé, les OGM sont concernés, c'est qu'on pourra vous les imposer s'il y a besoin. La liberté d'information, c'est déjà prévu qu'elle sera verrouillée. C'est une sorte de crédit social à la chinoise. Alors, ce sera piloté par un politburo de 6 personnes. Donc, il y aura des heureux élus qui pourront décider de tout. Et ils ont déjà prévu le reporting, c'est-à-dire que les États sont obligés de suivre, mais ils devront faire des rapports sur s'ils ont bien mis en place tout ce qui était prévu. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'ils ont déjà prévu que l'humanité, maintenant, va vivre pandémie, interpandémie, pandémie. Ils ont déjà un plan. On sera tout le temps entre 2 pandémies. C'est très drôle, hein, quand même.
Quand on voit les pandémies, à part la grippe espagnole de 1918, les autres, à part, je ne parle pas de la peste historique, ça n'a pas fait beaucoup de dégâts. Hein. Même si malheureusement, il y a eu des millions de morts de temps en temps, mais par rapport aux milliards d'habitants sur la planète. Donc voilà, alors il faut savoir que l'OMS est sous influence. Moi, j'ai travaillé, j'ai bien vu comment ça se passait. Comme beaucoup d'États ne payaient plus trop, l'OMS était un peu en faillite à une époque. C'est l'industrie pharmaceutique et c'est Bill Gates et la fondation Gavi sur les vaccins aussi qui sont les premiers financeurs. Il y a un lobbying d'enfer, moi je l'ai vu. Alors, moi j'étais dans la commission pour l'Europe. Alors c'est pas l'Union européenne, c'est la grande Europe de l'OMS. Il y a tous les pays d'Europe de l'Est, d'Europe du Nord qui ne sont pas dans l'Union européenne. Il y a toute la Russie, les républiques russophones d'Asie centrale, la Turquie, Israël et je pense même la Suisse. Je pense que la Suisse doit être dans l'Europe, même si elle n'est pas dans l'Union européenne. Non, je pense qu'elle y était. Il y a... Tout ça est sous contrôle total. Et Bill Gates, il donne de l'argent hein, comme ça pour amorcer des choses, mais les vaccins, après, ils ne sont pas vendus. Donc, il gagne toujours plus que ce qu'il investit. Et surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il touche beaucoup d'argent des États. Moi, je le savais déjà, on me l'avait dit à l'OMS. En fait, la France fait des gros chèques, les États-Unis, tous les pays financent Bill Gates, qui est censé être un philanthrope. Et alors, quand on dit que j'ai des fake news, moi, je peux vous dire, j'étais bien vu à l'époque, je faisais partie de l'establishment, j'avais été invité au ministère des Affaires étrangères, au Quai d'Orsay, quand Fabius était ministre des Affaires étrangères. Il y avait les gardes républicains sabre clair, tapis rouge, on arrivait dans des salons dorés, j'étais avec le directeur de l'Institut Pasteur, et là, devant moi, à quelques mètres, il y avait Fabius qui remettait à Bill Gates un énorme chèque au nom de la France. Et là, Macron a redonné beaucoup d'argent à Bill Gates, il l'a dit publiquement, c'est pas moi. Voilà, donc tout ça est piloté finalement. Maintenant, l'OMS, ah oui, c'est ce que je disais quand je parlais du groupe européen. Nous, on était à Copenhague. Il n'y avait pas de l'industrie pharmaceutique dans nos réunions. Mais quand j'étais invité au groupe mondial qui s'appelait SAGE, qui se tient à Genève, une grande séance plénière mondiale, il y avait tous les représentants de l'industrie pharmaceutique dans la salle qui assistaient à tous les débats. Et c'était un défilé de lobbying dans les couloirs. Voilà. Donc l'OMS n'est plus du tout indépendante. Donc je dirais, l'heure du réveil a sonné, il faut rester optimiste. Alors, on dit, ouais, mais le nouvel ordre mondial, on est foutu, on ne peut rien faire, ils contrôlent tout, c'est des milliardaires, ils sont plus riches que les États. Non, parce que, moi, je l'avais déjà dit il y a plusieurs années, mais les faits commencent à me donner raison, c'est qu'il n'y a aucune superpuissance sur la planète qui n'acceptera d'être dominée par les autres. Les Américains, même, ils ne sont plus la première puissance militaire, ils ne sont plus la première puissance économique, ils continuent à le dire, mais on sait que ce n'est plus le cas. Il dit, mais le nouvel ordre mondial, bien entendu, c'est nous qui le pilotons, on est les plus forts. Bon, les Chinois vont dire, ça ne va pas la tête, on est plus d'1 milliard, presque 1,5 milliard, on est les plus nombreux, c'est nous qui pilotons. Les Indiens, pareil, les Russes vont dire, attendez, nous, on a la plus grande surface terrestre sur Terre, on a le plus de richesses naturelles, donc c'est évident que si ça devait se faire, ce serait nous. Donc ils sont en train de se taper dessus. Et j'avais dit ça avant la création, l'extension des BRICS. C'est pour ça qu'il y a cette espèce de volonté folle de guerre contre la Russie, parce qu'il y en a qui veulent tout contrôler. Donc moi, je pense que maintenant, moi, j'ai jamais eu peur là-dedans. J'ai toujours dit, c'est les autres qui ont peur. Il faut rester serein. Il faut apprendre à dire non. Et si besoin, désobéir. Et je citerai quelqu'un que j'admire énormément, quoi qu'il en coûte. Mais ça a l'air de rien, mais... Les gens disent, mais on ne peut rien faire. Mais si les parents avaient été tous le matin devant l'école, à dire au directeur, attendez, vos masques, vous les foutez où je pense, mais vous ne touchez plus à nos enfants, c'était réglé en 15 jours. Ils ont la trouille quand les gens se rebellent. Ils n'avaient pas besoin d'être violents, mais les gens n'osent pas en disant, c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Non, il faut maintenant être optimiste. Dire, ils sont aux abois actuellement, ils ont la trouille. Tout est en train d'être révélé. Il y a plein de choses révélées. Comme ça, mais on n'en parle pas dans les grands médias. Les gens disent, mais non, il suffit de chercher, d'être curieux, mais si on cherche sur Internet, on trouve tout. Donc c'est eux qui ont peur et les révélations sortent. Et ce qui me frappe, c'est qu'il y a des médias à l'étranger qui en parlent beaucoup. Regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux États-Unis, en Australie, même des juges qui commencent à faire des procédures sérieuses dans certains États, aux États-Unis ou ailleurs, des politiques qui commencent à parler... Ils ne vont pas pouvoir tenir comme ça éternellement. Ça, c'est en train de péter de partout. Alors, moi,
j'ai un grand espoir dans la jeunesse. Ce qui m'a fait mal au cœur, c'est que pendant toute cette crise, les jeunes n'ont pas bougé. Je pense que certains ont peut-être vu, mais pour un jeune, c'est trop terrible. On a 18-20 ans. Alors, on leur a piqué leur adolescence. Les étudiants en médecine, ils étaient déprimés. Dans ma fac, il y en avait un tiers qui voulait arrêter médecine. Certains voulaient se suicider parce qu'ils étaient confinés chez eux. Ils ne pouvaient plus voir les copains, aller boire un café, une bière ou draguer une fille ou un copain. Non, mais ils ont une vie d'étudiants de merde enfermés chez eux, avec leurs parents qui étaient aussi déprimés, ils étaient enfermés à la maison. Les cours par Zoom. Et je pense qu'ils ont eu tellement la trouille de se projeter dans ce monde qu'ils l'ont rejeté, ils n'ont pas voulu le voir. Je leur en veux pas. J'assimile ça au mécanisme de protection des gens qui ont subi un viol et qui ne se souviennent plus du viol ou qui veulent l'oublier pour un instinct de survie, de protection. Et il y en a qui commencent à s'éveiller. Je citais le livre du jeune Léo Dubois, qui est remarquable. Et je pense que quand les jeunes vont s'éveiller, ça va peut-être pas tarder, les mondialistes s'écrouleront. Donc moi, je pense que cette grande manipulation va éclater au grand jour. Hein. Alors après, il faut bien voir que... Parce que moi-même, dans ma famille, des jeunes disent « Attends, arrête avec ton Covid, maintenant c'est fini, on tourne la page, la crise est terminée. » Je dis « Non, attends, le Covid, c'était la première étape prévue dans le truc. Tu vas encore avoir le réchauffement climatique, tu vas avoir le terrorisme, tu vas avoir les guerres, tu vas avoir... etc. » Alors, ça, c'était pour citer mes livres. Donc, la maladie de Lyme, alors en français, en anglais, Crypto Infections chez Hammersmith. Voilà, donc je raconte pas mal de choses, justement, sur l'origine de la maladie de Lyme, mais aussi un petit peu les problèmes politiques sous-jacents. Si vous lisez l'anglais, donc je vous recommande vraiment les archives secrètes de Willy Burgdorfer, Beaton. Et Chris Newby, récemment, j'ai vu sur Internet, a fait une interview avec Robert Kennedy Jr. qui dénonce aussi le scandale de l'armée américaine et de la maladie de Lyme. Alors ça, c'était mes 3 livres Covid chez Albin Michel. Et puis, comme je suis un multirécidiviste, voilà, donc ça, je n'ai pas pu l'amener parce que c'est dans 15 jours, 3 semaines. Non. Il sort le 6 mai, donc le réveil 4 ans après. Alors, c'est un livre qui est différent, c'est moins technique et il y a aussi beaucoup de... Tout est sourcé dans ce que je dis, mais c'est sous forme d'entretien avec Stéphane Chatric, un type remarquable. C'était parti au départ d'une interview qu'on avait fait ensemble et après il a eu l'idée de faire un livre parce que l'interview avait été... Après 700 000 vues, elle avait été censurée sur YouTube parce que l'abominable Perron tenait des propos différents de l'OMS. C'est un crime contre l'humanité. Et c'est un livre un peu plus intimiste. Moi, au début, j'étais un peu gêné. Moi, j'étais un peu pudique. Il voulait que je parle un peu de mon enfance. Il me dit, les gens ont besoin de comprendre pourquoi tu as pris ces positions, pourquoi tu t'es démarqué. Il doit y avoir des racines profondes. Alors, bon, je me suis un peu livré au jeu. Je n'aimais pas trop ça, mais finalement, je trouve que le résultat est sympa. Quoi. Ça se lit facilement, mais voilà, on verra ce que ça donne. Et voilà, il faut revenir à une médecine holistique et surtout, apprenez à dire non. Mais je suis convaincu qu'on peut rebondir là-dessus pour construire un monde meilleur. Moi, de toute façon, je suis un optimiste indécrottable. Et voilà, je vous remercie en tout cas. On va passer aux questions. Avant ça, je réalise que j'ai oublié de dire toute une série de choses que tu avais faites. Il y en a une qui m'est revenue, 2 qui me sont revenues. C'est que tu es le seul qui a été invité, non seulement devant le Sénat américain, comme tu l'as dit, mais également devant le Parlement européen pour témoigner, ce qui est quand même remarquable. Et aussi que, sauf erreur, tu me contradiras si je ne le dis pas précisément, tu as reçu de l'armée française la plus haute distinction pour un civil. Tu es lieutenant-colonel de réserve. Voilà. Et la Légion étrangère m'a remis il y a quelques mois à Marseille la médaille d'or de la Légion étrangère. Alors, je ne suis pas un ancien légionnaire, mais ils m'ont dit qu'ils m'admiraient beaucoup. Et ils me l'ont remis en même temps qu'au général Picmal, l'ancien général en chef de la Légion. Donc, vous vous rendez compte, j'ai eu la médaille d'or de la Légion en même temps que l'ancien général en chef de la Légion. Ça m'a beaucoup touché de leur part. Hein. Et je dois dire que les mots qui me viennent à l'esprit en t'entendant et depuis que je te connais, c'est humilité, courage et intégrité. Merci. Ben, merci. Bonsoir professeur. Moi j'ai une question, c'est de savoir est-ce que vous pensez qu'il y a de l'oxyde de graphène dans les
Alors, honnêtement, j'en sais rien. Moi, souvent, on m'a attaqué là-dessus en disant Perron, il ne veut pas se mouiller. J'en sais rien. Moi, je ne suis pas un biologiste, même si j'ai fait un peu de biologie, de virologie. Ça fait des années que je n'ai pas été devant un microscope. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a des gens qui jurent, qui en ont vu, je veux bien les croire. À mon avis, c'est tout à fait probable qu'il y en ait dans certains lots. Je pense pas. De toute façon, quand on dit les vaccins, je pense que selon les fabricants, les lots, ça doit être, les compositions doivent varier. Donc, moi, je ne suis pas contre. Mais à l'inverse, il y a des scientifiques de très haut niveau qui sont plutôt de notre côté, qui sont dans la résistance, qui disent, on a regardé, franchement, on n'a rien vu de tout ça. Donc, moi, je ne peux pas, en tant que Christian Perron, me mouiller, parce qu'on me le reproche. Un jour, il y a un gars, comme ça, c'était en plus une réunion qui était confidentielle, pas filmée. Il vient à la fin, il se fait filmer par un copain. C'est un infirmier suspendu qui me remet une clé USB. Voilà, je vous donne tous les secrets de fabrication du vaccin. Bon, puis moi, j'avais mis ça dans ma poche, j'avais oublié, parce que après, j'avais continué une tournée en France. Puis j'arrive à Paris, ébullition sur les réseaux sociaux. Le professeur Perron cache des données confidentielles. Alors, je regarde, je mets la clé dans mon ordinateur. Puis il y avait un article sur la chloroquine qui n'était pas tout récent. Il y avait 2-3 autres articles sur le Covid, mais il n'y avait rien sur la composition du vaccin. Alors, soit ils ont oublié, ils auraient pu dire publiquement on s'excuse, on n'a pas mis. Mais après, ce qui m'a dérangé, c'est que ça continue depuis 2 ans en boucle. Ils m'accusent régulièrement d'avoir caché des données confidentielles. Alors je suis attaqué en Internet. Perron, c'est un salaud, il ne dit pas qu'il y a du graphène. Moi, je ne veux pas me mouiller. Si je suis resté crédible dans cette crise, c'est quand j'ai affirmé quelque chose, j'en avais la preuve. Les avocats, ils ont mis des cabinets d'avocats qui ont été mis sur mes listes, ils ont épluché tous les mots, ils n'ont pas trouvé de faille. Je peux pas affirmer un truc s'il n'y a pas un consensus d'experts indépendants. Ce que je trouve dégoûtant dans cette histoire, c'est que justement, ils ont tout fait pour que ça ne se fasse pas, qu'il n'y ait pas vraiment un groupe d'experts de haut niveau qui analyse tous les contenus des vaccins, une analyse indépendante, fiable. Et ça, c'est ce qui devrait être fait. Mais moi, même, je sais, il y avait des gens qui avaient mis de côté des vaccins, comme ça, des fioles qu'ils avaient récupérées pour faire analyser. Moi, j'avais suivi ça de près. Alors, si vous envoyez une fiole à un labo de biochimie très performant, ils disent, nous, on n'est pas compétents pour chercher les métaux. Si vous envoyez... Oui, il faut que ce soit un laboratoire très large de spectre. Il faut avoir des compétences en immunologie, en biologie, en cristallographie. Et puis en plus, certaines images, je ne sais pas si c'est ces gens-là ou d'autres qui ont été montrées à la télé, c'est sûr, il y a des structures comme ça, c'est du graphène. Des experts qui font du microscope tous les jours disent non, ça c'est des artefacts qu'on voit tous les jours avec les colorants, les saletés dans les colorants, etc. Donc moi, je ne suis pas compétent pour juger de ça. Donc je ne suis pas du tout contre. Je m'en fous, je m'en fous pas, parce que si on a, c'est grave. Mais faut arrêter de m'embêter pour me demander, moi, si je sais s'il y a du graphène ou pas. Demander ça au directeur de Moderna. Mais je n'affirme des choses que si j'en suis sûr. Je suis un scientifique à la base. Et ce n'est pas de ma faute si on ne peut pas avoir les données scientifiques. C'est à cause des gouvernements qui empêchent qu'on ait accès à ces données. Et surtout, des labos qui étaient prêts à analyser le vaccin. Quand on leur a demandé, ils ont dit non, si on fait ça, notre labo est fermé, on ne peut pas. Donc il y a des menaces sur les laboratoires. Donc ce n'est pas de ma faute si on ne sait pas ce qu'il y a dans le vaccin. Mais je suis convaincu qu'il y a des saloperies. On le sait, même Raoult a dit qu'il a trouvé de l'ADN. On ne devrait pas trouver de l'ADN dans un vaccin ARN. Il y a même eu le virus SV40 qui avait contaminé, je ne sais plus si c'était le virus de la polio ou un autre virus il y a des décennies. Bon, c'est un virus qui est probablement anodin chez beaucoup de gens, mais on sait qu'il peut donner le mésothéliome pleural, qui est un cancer de la plèvre, 20 ans après. Donc, c'est pas normal qu'il y ait des saloperies comme ça dans ces vaccins et qu'on n'ait pas la transparence. En plus, l'histoire qu'il y ait des lots de placebo faiblement dosés, fortement dosés, il y a des études qui montrent quand même la différence de fréquence d'effets secondaires selon les lots. Et même, il y avait une responsable de la vaccination en Slovénie qui avait craqué, qui avait dit publiquement, il y a plusieurs années, après elle a disparu, j'espère qu'on ne lui a pas fait d'ennui, qui avait dit qu'elle était écœurée parce qu'elle savait, selon le numéro de lot, elle savait que ceux-là devaient les injecter aux politiciens, aux journalistes, aux VIPs, et que ceux-là pouvaient les faire aux gueux et aux inutiles. Bon, voilà. Donc moi, cette question de graphène, ça m'intéresse, j'aimerais beaucoup savoir. Les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. Je n'ai pas les moyens aujourd'hui de savoir avec précision. Mais je serai le premier à vouloir. Est-ce que vous avez entendu que certains amendements du traité pandémique ont été retirés et qu'il y a certains pays qui s'opposent à la signature de ce traité ?
Ça, c'est très bon signe, notamment aux États-Unis. Alors, comme j'étais au Sénat américain, on était une vingtaine d'invités par le sénateur c'est Johnson, je crois, de mémoire. Il y a tous les sénateurs républicains qui ont signé une lettre à Joe Biden. Il m'a envoyé la copie, puis ça a circulé un peu sur Internet récemment pour protester contre ça. Il y a des États vraiment qui commencent à ruer dans les brancards, notamment les pays de l'Est de l'Europe. Donc je pense que ça ne va pas passer comme ça, comme une lettre à la poste. Alors, je crois, alors je n'ai pas vérifié ça, mais on m'avait dit qu'ils avaient changé le mode de scrutin pour plus être à la majorité des 2/3, mais à la majorité simple. Et même à la majorité simple, je pense qu'ils vont avoir du mal. Alors je sais que la France, notre cher Macron, a donné les pleins pouvoirs à l'Europe pour négocier à la place de la France. Et beaucoup de pays européens l'ont fait. Il y a quelques pays qui ont résisté. Je crois que l'Italie a gardé ses prérogatives dans la négociation. Alors je sais que les pays doivent envoyer leurs corrections, leurs propositions d'amendement, je crois, jusqu'au 24 mai, donc c'est dans pas longtemps. Et le vote aura lieu entre le 27 mai et le 1er juin. Mais je pense, vu comment c'est parti, ça m'étonnerait que ça passe comme ça, comme une lettre à la poste. Alors après, ils sont tellement sournois qu'ils sont capables de le faire ressortir autrement, sous d'autres modalités. Moi, j'aurais une petite question, si on peut encore prolonger un tout petit peu. Ça serait peut-être de nous donner quelques pistes sur la médecine holistique et humaniste pour qu'on finisse sur une note qui nous donne quand même de l'espoir sur... j'ai appris la médecine conventionnelle occidentale. Alors, par exemple, en Chine, les étudiants en médecine apprennent moitié la médecine occidentale, moitié la médecine chinoise traditionnelle, l'acupuncture, tout ça. Que cette médecine naturelle, je l'ai découvert par exemple dans la maladie de Lyme, tout le monde ne guérit pas avec des antibiotiques ou des antiparasitaires. Il y a les plantes qui font un... Moi, j'ai découvert ça grâce à mes malades. C'est les malades qui m'ont tout appris, hein, parce que moi, la phytothérapie, je n'ai pas appris ça à l'école, hein, ou même l'alimentation, des tas de choses. Donc, en fait, même en maladie infectieuse, ce n'est pas la vision simpliste du temps de Pasteur, un germe, une maladie. Le germe est là, quelquefois il fait du mal à certains, il ne fait pas de mal à d'autres. Il y a le terrain, il y a l'alimentation, il y a plein de choses, d'autres infections virales qui peuvent immunodéprimer, il y a le stress, il y a l'activité physique. Donc ça, c'est l'humain dans sa généralité. Et cette médecine aux ordres de Big Pharma fait des études randomisées pour dire il y a un antibiotique qui marche, ou un antibiotique ou une molécule qui marche chez tout le monde contre placebo. Et ça, c'est un délire scientifique, parce que même... dans une maladie, je ne parle pas dans les maladies aiguës où la médecine occidentale est très performante, je parle dans les maladies chroniques, la prise en charge est nulle parce que prenez une maladie auto-immune, n'importe laquelle, le lupus ou vous allez avoir un traitement de première ligne qui va marcher chez un certain pourcentage de gens et ça ne va pas marcher chez les autres. Après, il y a des traitements de deuxième ligne, ça va marcher un certain temps, puis ça va échapper, on va essayer un autre traitement. Donc il n'y a pas le médicament qui traite 90% des lupus. On veut nous faire croire dans ces études randomisées, si je faisais une étude randomisée sur la tuberculose, parce qu'on dit le Lyme, il y a déjà eu des études randomisées qui ont montré que l'antibiotique ne marchait pas contre placebo, mais ils ont fait l'étude sur 3 semaines de traitement dans les formes chroniques. Moi, si je fais une étude randomisée antituberculeux versus placebo dans la tuberculose, je vais dire, tiens, le traitement antituberculeux, ça ne marche pas. Parce que la tuberculose, ça se traite plusieurs mois, pas 3 semaines. Donc, la façon dont l'étude est... Donc, moi, beaucoup de médecins généralistes maintenant font de l'acupuncture, de l'homéopathie, de la sophrologie, tout ce qu'on veut. Et alors, tout n'est pas prouvé de façon scientifique, mais souvent c'est au plus grand bénéfice des patients. C'est même introduit dans les hôpitaux, dans les centres de cancérologie, en pédiatrie. Il y a des gens qui pratiquent l'hypnose, la sophrologie, des tas de choses, pour le plus grand bénéfice des patients. Et maintenant, ce qui est très dangereux, mais ça, c'est pas nouveau, vous savez que... l'industrie a contrôlé les facultés de médecine, ça remonte, vous savez quand ? 1920, à peu près. C'est quand Rockefeller, qui a fait fortune dans le pétrole, a racheté l'industrie chimique américaine, et l'industrie chimique a donné l'industrie pharmaceutique. Et donc Rockefeller avait, à l'époque, il y avait beaucoup d'écoles de médecine, un peu à droite, à gauche, il y avait à boire et à manger dans tous les États-Unis. Il a fait fermer toutes les facs de médecine qui n'enseignaient pas la médecine chimique. Alors, tout ce qui était non chimique, poubelle. Alors que les Russes avaient déjà inventé des machines à micro-courant pour guérir des maladies chroniques. Tout ça, c'est maintenant assimilable au charlatanisme, c'est interdit. En France, on interdit l'artémisia, on interdit le commerce de la stevia, on interdit tout ce qui marche. Et
Et ça, c'est terrible. Et comme ils se rendent compte, parce que si vous avez une plante qui marche... Non, moi, j'étais victime de ça sur l'artémisia. J'ai publié une étude randomisée sur 1000 patients en Afrique. Ça marchait super, mieux que les médicaments. J'ai eu sur le dos les infectiologues, Société des médecines du voyage, Institut Pasteur, OMS et Bill Gates. Rien que ça. Putain, encore une petite plante. 1 an et demi d'attaque, ils ont fini par faire rétracter... ils ont telle pression sur le journal qu'ils ont rétracté l'article. Ah ben l'article a été rétracté, c'est la preuve que Perron faisait une étude frauduleuse, qu'il a mis en danger la vie des Africains avec une tisane. Bon. Alors je m'en fous parce que l'artémisia, ça a pris en Afrique, les Africains l'ont adopté, ça pousse partout pour leur plus grand bénéfice. Mais Bill Gates avait dit publiquement, je ne crois pas aux plantes dans le palu, le seul moyen de s'en sortir, c'est un vaccin. Ça vous rappelle quelque chose? Bon. Et ça fait 20 ans qu'ils cherchent un vaccin sur le palu, ça ne marche pas. Mais j'ai appris récemment qu'ils ont imposé le vaccin obligatoire pour le palu dans un pays africain tout récemment, alors que les résultats sont très mauvais. Il faut dire le poids des lobbies. Donc pour revenir à cette médecine holistique, beaucoup de médecins la pratiquent. Il y a des naturopathes non médecins qui la pratiquent pour le plus grand bénéfice des malades. Mais ça rend fou furieux Big Pharma qui y perd des milliards. Et c'est pour ça qu'en France, il y a la loi sur les dérives sectaires, que vous pouvez aller en prison, avoir des amendes colossales si, soi-disant, vous détournez un malade de la médecine, pas traditionnelle, mais la médecine dite moderne, vers justement des médecines plus anciennes et traditionnelles. Alors après, moi je suis le premier à dire que dans ces milieux de naturopathie, il y a des gourous et des charlatans qui font du fric sur la naïveté des gens. Il y en a, hein, comme partout, dans toutes les professions. Mais beaucoup sont des gens très sérieux, qui ont une grande expérience. Et c'est justement, quand quelque chose n'est pas bien défini, ce serait labellisé d'avoir l'autorisation d'enseigner ça, de surveiller un peu ce qui se fait, de l'évaluer de façon sereine, pas de façon pour les casser, quoi. Au contraire, on pourrait montrer ce qu'est la part du vrai, la part du faux. Une fois, je me souviens, il y a un gars qui faisait une machine à micro-courant qui avait amélioré beaucoup de malades de Lyme. Et on avait fait même un questionnaire avec un ami médecin qui était ouvert. Les gens qui avaient utilisé cette machine pendant quelques semaines, on avait fait un questionnaire sur leurs symptômes avant, après. Et 80% se disaient bien améliorés sur leurs symptômes. Donc, on avait dit, c'est super, si ça marche, on va faire une étude randomisée. Le fabricant était d'accord pour payer. On va faire une vraie machine, une fausse machine qui fera bip bip, mais il n'y aura pas de courant. J'ai des volontaires qui ont signé un consentement. Puis si après plusieurs semaines, on montre que la machine marche, on la donnera à ceux qui n'en ont pas bénéficié. Les patients étaient archi d'accord, tout. Moi, j'ai été attaqué dans des journaux soi-disant scientifiques et tout ça, en disant que je tombais dans le charlatanisme. Alors que moi, ma démarche était purement scientifique. On critique l'intérêt de ces machines, même en tant que scientifique. Je veux l'évaluer dans des conditions scientifiques. Ils ne veulent surtout pas. Oui, pardon. Si vraiment notre étude Artemisia était nulle, les gens allaient dire, quand même, ça, même si l'étude, c'est vrai qu'on avait reconnu qu'il y avait quelques imperfections, mais qui ne changeaient pas du tout le résultat, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent pour faire l'étude. Votre étude, elle n'est pas parfaite. C'est un premier signal. On va la... Si j'étais, je sais pas, honnête au gouvernement, je dirais, on va en refaire une avec l'Institut Pasteur, toutes les instances des médecines tropicales, pour la faire dans des très bonnes conditions rigoureuses, non contestables. Et on va démontrer si ce que vous avez raconté, c'est des bêtises ou si ça marche. Mais ils ne le feront jamais. Ils ont dit qu'ils le feraient, mais je sais très bien qu'ils ne le feront jamais. Parce que derrière, il y a la pression pour imposer le vaccin sur le paludisme, qui de toute façon ne marchera pas. Et donc, cette loi sur les dérives sectaires est très dangereuse. Et s'ils en sont là, c'est qu'ils voient la puissance... Parce qu'avec toute cette crise, quel est le problème? C'est que les gens ont perdu confiance dans les vaccins traditionnels, les gens ont perdu confiance dans la médecine, ils ont perdu confiance même dans leur médecin généraliste, ce qui est terrible. Ils ne savent plus où se tourner, et ils se tournent vers des médecines naturelles. Il y a du meilleur, mais quelquefois il y a du pas bon. Et c'est pour ça que tout ça devrait être, au contraire, officialisé et puis évalué de façon scientifique, avec un regard neutre. Et pour moi, un humain, ça se traite dans sa globalité. Et c'est ce que je disais, ce n'est pas une médecine mathématique. Alors, pour terminer, comme je pense que le futur, ça commence dans l'imaginaire,
imaginons que Macron a une illumination cette nuit, que demain il vous nomme ministre de la Santé. Quelles sont vos premières mesures? D'abord, je n'accepterai pas d'être ministre avec Macron. Parce que ce serait de la récupération, on me nommerait ministre, et puis j'aurais le droit de rien décider sans demander au chef. Donc voilà, non, mais si c'était avec quelqu'un d'indépendant, les premières mesures, déjà, c'est de redonner des budgets à la médecine. Parce que quand on donne des milliards, des centaines de milliards partout, qu'on ne peut pas donner, de redonner de l'argent pour les hôpitaux, pour les infirmiers, même pour les médecins. Les médecins généralistes sont payés des clopinettes en France. Du coup, ils font de l'abattage, mais ce n'est pas péjoratif dans ma bouche. Ils sont de moins en moins nombreux. Et ils voient leurs patients 10 minutes, 15 minutes. On ne peut pas faire de la bonne médecine. Donc déjà, revaloriser la consultation et réaugmenter largement le nombre d'étudiants en médecine. Après, nationaliser l'industrie pharmaceutique. Hein, et puis alors, faire la chasse aux conflits d'intérêts partout. On peut le faire. Moi, je l'ai fait quand j'étais président de mes commissions. Je peux vous dire que c'était respecté à chaque réunion. Et s'il y avait un gars dans les experts qui avait des conflits d'intérêts, s'il ne les déclarait pas, je le faisais déclarer à chaque réunion, pour chaque ordre du jour. Il y en a qui, quelquefois, trichaient un peu, mais dans le milieu, on sait tout. Je sais très bien qu'il travaille pour l'industrie, il ne faut pas me prendre pour un idiot. Bon. Et donc, mais je l'ai fait respecter à la lettre. Là, je vois pendant le Covid, rien n'était respecté dans les comités d'experts. Ils avaient tous des conflits d'intérêts, tout le monde s'en foutait. Donc voilà, déjà des règles de base comme ça. Après, c'est une épidémie, il suffit d'isoler les malades, de leur donner l'accès au traitement. Parce qu'en plus, la chloroquine, on savait depuis longtemps que ça marchait sur les coronavirus, depuis le SRAS, il y avait des publications entre-temps. Donc c'est pas si difficile que ça à gérer, mais là c'est vraiment une volonté politique. Là c'est une volonté politique de détruire la médecine et de faire que du profit. La médecine c'est pas que le profit, je suis désolé. Et puis de revoir l'évaluation des publications scientifiques, l'évaluation même l'évaluation des médicaments. Quand tu as un médicament qui marche à 80% dans une étude ouverte, tu n'as pas besoin d'un groupe placebo. Le placebo, c'est quand un truc ne marche pas très bien, on veut vérifier. Mais on nous a imposé des dictats comme ça, ce truc du placebo, de l'étude randomisée, on tire au sort les gens comme des lapins. Dans le sida, ça fait des dégâts au début, parce qu'il y avait un seul médicament qui marchait, on tirait contre placebo. Alors qu'on aurait pu faire des petites cohortes de 100 personnes, vous êtes volontaire, on l'essaye, on aurait bien vu les effets secondaires, il n'y a pas besoin d'un gros placebo, où les gens, on les laissait mourir sans traitement. Puis après, quand un médicament a été reconnu, quand le deuxième est arrivé, on a fait des études de médicaments contre un seul, alors qu'on savait qu'un seul, ça sélectionnait la résistance du virus du sida. C'était pas éthique. Il y a des gens qui sont morts des conséquences de ces études randomisées. Bon, on a camouflé tout ça, on n'en parle pas. Mais si vous voulez voir un bouquin que j'ai préfacé, c'est le bouquin de Robert Kennedy Jr., qui a publié un bouquin il y a 2 ans qui s'appelle... Alors, il y a une édition française, moi j'ai préfacé l'édition française, s'appelle, alors je ne sais plus dans quel ordre, mais c'est Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma. C'est Marco Pieter en Belgique qui a publié ça. Alors, c'est un gros bouquin, mais alors là, il y a tout. Et je peux dire, il y a 40 pages de références. Et là, il déballe tout, le père Kennedy. Tous les trafics qui ont été faits dans les essais randomisés sauvages en Afrique, on cachait les morts sous le tapis, il n'y avait aucun consentement éclairé. Même dans la façon dont on développe les vaccins aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de groupe témoin, de groupe placebo. Quand on lit ça prend un trip, parce qu'on voit l'énorme manipulation de l'industrie pharmaceutique. Et moi, à Genève, je me souviens, quand j'étais avec Astrid Stuckelberger pour le Lyme il y a quelques années, un rapporteur spécial de l'ONU nous avait dit, mais vous savez, on le sait tous à l'ONU, l'industrie pharmaceutique, c'est la plus grosse cause de corruption au monde. Avant l'armement, avant les travaux publics, Vous vous rendez compte là? Parce qu'un médicament, ça ne coûte pas très cher à fabriquer. Ils peuvent se planter, perdre de quelques millions sur un produit. Mais une fois qu'ils ont lancé le produit, ça leur coûte $5, ils le vendent $800. Il n'y a pas beaucoup de domaines dans la vie où vous faites de tels profits. Et après, si généreusement ils le donnent à $20 aux pays pauvres, ils se font encore plein de blé, et surtout avec un marché qui est 10 fois plus grand que les pays riches. Donc de toute façon, ils gagnent encore plus. J'ai bien analysé tout ça. Donc,
Est-ce que vous supprimeriez les vaccins obligatoires pour les enfants? L'obligation, oui. Les vaccins, non. Après, je ferai faire des contrôles qualité par des labos indépendants pour savoir ce qu'il y a dedans. Je n'ai plus confiance dans l'industrie pharmaceutique. J'avais confiance encore il y a un certain temps. Tous ces vaccins des enfants, jusqu'à une période récente, étaient excellents. Parce qu'il y a eu plein de polémiques aussi contre les vaccins qui reposaient sur rien. Mais maintenant, je serai contre l'obligation. Parce qu'il y a une perte de confiance, on ne peut pas imposer des choses. Après, il faudrait surveiller, parce que s'il y a des maladies qui repartent, il faudrait être vigilant. Mais on ne peut plus rester comme ça dans cette politique d'obligation partout. Moi, j'avais obtenu la suppression de l'obligation BCG, bon, pas tout seul, mais j'avais été un des artisans, mais c'était un combat de 10 ans pour supprimer l'obligation BCG. Moi, quand j'étais président des vaccins en France, on s'était battu pour... ce qui posait problème au gouvernement, c'est qu'il y avait 3 vaccins obligatoires, les autres étaient recommandés, donc il y avait un statut différent, et souvent des vaccins qui étaient recommandés étaient plus utiles aujourd'hui que ceux qui étaient obligatoires. Parce que les maladies comme la polio, la diphtérie, il n'y en avait presque plus. Bon. Le tétanos, enfin ceci dit, si on arrête le tétanos, il reviendra, si on arrête la vaccination. Donc on s'était plutôt battu pour qu'on supprime l'obligation des 3 qui étaient obligatoires pour qu'ils soient tous recommandés. Au fond de moi-même, je pense qu'il faut lever l'obligation vaccinale. Mais quand je dis ça, pour moi, la plupart de ces vaccins sont utiles et sont des bons vaccins. Après, la façon dont ça a été développé récemment avec leurs nouveaux vaccins... Alors, si jamais on vous sort demain les nouveaux vaccins ARN messager pour vos enfants, là, c'est niette. Hein. Ça, faut refuser catégoriquement et partir en courant avec votre enfant. Parce que ça, ce serait ignoble. Et pourtant, ils sont en train d'investir des milliards sur des usines pour inonder le monde de ces vaccins. On a déjà vu l'ARN messager, l'a testé en quelques mois à la va-vite, qui ne marche pas, qui est dangereux, qui tue. S'ils commencent à faire ça avec nos enfants et des nouveaux vaccins, là, ce serait diabolique. Hein. Voilà, donc je pense qu'il faut beaucoup plus avoir une démocratie sanitaire où on responsabilise les gens et puis on surveille l'impact sur la santé publique. Pour moi, c'est la meilleure politique. Hein. Christian, avant de clôturer, une dernière question. Je me rappelle d'une conversation que nous avions eue il y a 2-3 ans, au cours de laquelle tu disais que le phénomène du shedding, donc le phénomène pour des non-vaccinés d'avoir des réactions au contact de personnes qui avaient reçu l'injection, ne causait que des désagréments passagers et ne pénétrait pas au-delà, ne rentrait pas dans la paroi cellulaire. Et récemment, il y a plusieurs experts qui semblent envisager que en fait, le shedding puisse aller plus loin. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Alors, le shedding, c'est en anglais, c'est-à-dire la diffusion un petit peu des particules. Alors, quand vous êtes inoculé avec le vaccin, soi-disant vaccin Covid, on transforme vos cellules en usine à produire la protéine de pointe, la protéine spike. Donc, vous pouvez en produire des kilos, vous en excrétez partout. Si vous toussez, vous faites un nuage de spike. Et si quelqu'un passe par là, dans votre entourage, il peut respirer ça. Cette protéine spike peut être incorporée, diffusée dans vos organes. Ça peut donner mal à la tête, de la fièvre, des douleurs articulaires. Il y a beaucoup de témoignages de gens autour de vaccinés qui ont eu des symptômes. En général, ça ne dure pas très longtemps parce que la protéine spike, si elle est toute seule, elle ne se multiplie pas. Elle finit par être détruite. C'est une protéine, hein. C'est pas un acide nucléique qui se multiplie. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'épidémie de symptômes autour des vaccinés, heureusement. Après, l'autre problème, c'est si jamais l'ARN messager, quand vous injectez, on sait maintenant chez les inoculés qu'on peut le retrouver des mois et peut-être des années plus tard. On pense, et maintenant il y a même comme des trucs publiés qui montrent qu'on peut probablement le retrouver chez certaines personnes sous forme de copie ADN. Donc il peut s'intégrer peut-être dans notre génome. Après, c'est si cet ARN messager arrivait à se transmettre d'homme à homme, alors est-ce que c'est par les relations sexuelles? On n'a aucune preuve pour l'instant, mais ce n'est pas totalement impossible que dans certains cas, parce que si c'est l'ARN messager qui se propage, l'ARN messager va induire la fabrication de protéines spike chez une autre personne. Pour l'instant, on n'a pas de preuve de ça. Mais on sait que l'ARN messager, dans l'article de Jean-Marc Sabatier, là, que j'avais co-signé, on voit que la protéine spike et l'ARN messager peuvent durer très très longtemps dans nos tissus. Voilà, donc il faut quand même rassurer les gens globalement. Puis je pense même que les gens vaccinés, probablement beaucoup, vont éliminer tout ça progressivement. Mais c'est comme toujours, on a des terrains génétiques très différents. Il y a des gens qui vont
on a vu qu'il y en a qui ont fait des cancers, des thromboses, des AVC, etc. Il y en a beaucoup. On remarque en ce moment une augmentation importante des maladies auto-immunes. Mais je pense que la majorité des gens vont s'en sortir, puis il y aura ceux, malheureusement, qui vont avoir du mal à résister. C'est pour ça que dans le livre de Jean-Marc Sabatier, il y a des pistes aussi pour éliminer tout ça. Et par rapport aux transfusions sanguines les transfusions, ça m'inquiète, parce qu'en tout cas en France, parce que maintenant il y a des pays qui... on peut savoir si le donneur est vacciné ou pas. Mais en France, comme c'est anonyme et que tout ça est mélangé, on ne le saura jamais. En Suisse, je ne sais pas comment c'est. Mais ça, c'est sûr que des gens non vaccinés qui reçoivent du sang de vacciné, ils vont se prendre de l'ARN messager. Et là c'est inquiétant, quoi. Merci beaucoup, Christian, pour tes propos sans filtre, d'une rare candeur, d'une grande authenticité. C'est vraiment un plaisir, un privilège extraordinaire de pouvoir t'entendre. Merci du fond du cœur.